Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Tous les jours un peu avant midi, on se retrouve pour une émission sans filtre, mais avec de l'info et de l'humeur. Bonjour Eric. Bonjour Magali. Je ne sais pas si vous allez être de bonne humeur avec l'un de nos premiers thèmes. Vous le savez, les socialistes ont déposé une nouvelle proposition. Et pourquoi pas une contribution des plus riches, encore une. Ce serait un grand emprunt, mais attention, un emprunt qui se ferait sans intérêt pour ceux qui prêtent et qui serait obligatoire. Ça ne plaît pas évidemment à tout le monde, notamment le ministre de l'économie qui parle de nostalgie des années Mitterrand. Oui, c'est une idée nouvelle ça. Une idée nouvelle, faire payer les riches. On ne l'avait jamais eu. Non, jamais. C'est la première fois qu'on va le traiter, notamment dans notre émission. Des dizaines de millions d'argent public également, mesdames, messieurs, qui sont distribués à des retraités qui ont quitté la France et qui, pour certains, n'existent plus, sont décédés. Très compliqué d'ailleurs pour la sécurité sociale d'y voir clair dans tout cela. Effectivement, on a des informations sur, par exemple, les retraités qui sont décédés qui sont dans l'espace européen, mais ceux qui sont en dehors de l'espace européen, notamment en Algérie, puisque la Sécu a fait une étude sur la situation en Algérie, et là c'est très très compliqué de savoir qui est décédé, qui ne l'est pas. On reviendra sur ces millions d'argent public qui sont distribués à mauvais escient. Et puis la fin des supermarchés Auchan, avalés aujourd'hui par Intermarché. Cette grosse opération commerciale révèle une chose, nos modes de consommation changent. Vous par exemple, est-ce que vous étiez des clients réguliers de ces hypermarchés, de ces supermarchés? Est-ce que vous y trouviez des avantages, par exemple? Vous aimiez faire cette petite sortie en famille, vous savez, le week-end? Eh bien, souvenez-vous, dans les années 80, ces hypermarchés qui étaient dénommés les grands méchants loups, ceux qui allaient avaler le petit commerce. Eh bien, aujourd'hui, il y a comme un petit retour en arrière parce qu'on délaisse ces grandes surfaces pour justement revenir à un commerce de proximité. On vous explique tout, évidemment, dans notre émission Brunet sans filtre. C'est parti. On commence tout de suite notre émission par ce plan de paix américain, mesdames, messieurs, en Ukraine. À ce stade, il reste sur la table, bien évidemment. Il a été revu par les Européens et on le sait, contre toute attente, les Russes ne le rejettent pas. Oui, le Kremlin, effectivement, réagit ce matin. Le Kremlin qui parle d'avancées positives et confirme la venue, la semaine prochaine, du conseiller de Donald Trump à Moscou. On fait le point avec Marco Perui et Camilla Campusano. Serait-ce un pas en avant majeur de Moscou vers la paix ? Depuis Abu Dhabi, le conseiller du Kremlin évoque des points positifs à propos du plan américain. Cela n'a pas encore été discuté en détail avec qui que ce soit. Nous l'avons vu et cela nous a été transmis, mais il n'y a pas eu de discussion jusqu'à présent. Certains aspects peuvent être considérés comme positifs, mais beaucoup d'entre eux nécessitent une discussion séparée entre experts. Il juge en revanche inutiles les efforts des Européens. De son côté, lui, Donald Trump se montrait tout sourire cette nuit. Malgré quelques désaccords, les discussions sont en bonne voie. Ce n'était qu'une feuille de route, ce n'était pas un plan, c'était un concept. La proposition de base était jugée trop favorable à Moscou. La dernière mouture serait significativement meilleure pour Kiev. Volodymyr Zelensky se dit prêt à aller de l'avant et aurait même validé le nouveau plan selon CNN, mais il se montre prudent. Les principes de ce document peuvent être développés en accord plus profond. Beaucoup dépend de l'Amérique, parce que la Russie accorde une plus grande attention à la force américaine. Du plan américain de 28 points, il n'en resterait que 19. L'émissaire Steve Witkoff rencontrera Vladimir Poutine en Russie la semaine prochaine. Alors Magali Barthès est avec nous pour qu'on y voit plus clair, parce que ce plan américain, on a l'impression de traverser des hauts et des bas. La réaction russe, c'était ce matin. Est-ce qu'elle signifie que ce plan de paix, il tient toujours ? Il tient toujours, mais cette réaction, j'ai envie de vous dire, elle est sans surprise parce que les Russes, ils ont tout intérêt à faire durer et surtout ne pas endosser l'image de ceux qui rejettent les propositions de Donald Trump avec le risque évidemment de s'attirer les foudres du président américain. Donc en fait, ils poursuivent toujours la même stratégie. C'est un oui, mais et avec une clause de rendez-vous pour la semaine prochaine. Ce qui est intéressant, c'est le tacle aussi aux Européens. Vous avez entendu, ils disent ce ne sont pas leurs affaires, qu'ils se mêlent de ce qui les regarde. Voilà ce qu'ils disent. Et il est certain que les Russes ont tout intérêt à éjecter les Européens de cette affaire. Les Européens qui essayent de revenir dans la négociation et qui ont aidé les Ukrainiens justement à amender ce plan qui au départ était
directement soufflé par Moscou. Là, on voit bien que le plan est plus équilibré et que Zelensky travaille justement sa posture du partenaire avec lequel les Américains vont pouvoir négocier. Donc maintenant, le prochain rendez-vous, c'est clairement Steve Witkoff, donc l'émissaire de Donald Trump à Moscou la semaine prochaine, c'est confirmé. Franchement, quand même, vous avez beau mettre tous les bémols que vous voulez, on a un plan de Donald Trump qui dit ça sera réglé jeudi, c'est-à-dire demain. Bon, il a peut-être été vite en besogne, mais un plan qui a été accepté par Kiev et par Moscou. Enfin, franchement, je dis pas que c'était un grand succès formidable, mais c'est une première. Une première. Le fait qu'une proposition soit acceptée par les Ukrainiens, une proposition américaine, c'est pas une première. Et les Russes? Les Russes n'acceptent pas à l'heure actuelle. En fait, ils font durer la négociation parce qu'aujourd'hui, le plan qui a été amendé ne va pas les satisfaire. Donc ils vont faire durer, on va continuer, on va jouer la montre. Ils paient pour voir comme au poker. On paie pour voir. Exactement. À suivre la semaine prochaine. Donc merci beaucoup pour cette analyse, Magali. Et puis en France, de potentiels espions russes, puisque nous parlons de Moscou, de potentiels espions russes ont été arrêtés. Ils ont été interpellés à la suite d'une campagne d'affichage, figurez-vous, sous l'Arc de Triomphe à Paris. Que leur reproche-t-on? Quel est leur véritable profil? Emma Chala. Sur cette vidéo, ces deux militants collent dans les rues de Paris ces affiches avec l'inscription « La Russie n'est pas mon ennemi ». Ils ont depuis été mis en examen aux côtés de deux autres personnes soupçonnées d'être des espions envoyés par le Kremlin. Qui sont-ils? Un premier homme, russe de 40 ans, a été reconnu en septembre dernier en train de coller des affiches à la gloire de la Russie sur l'Arc de Triomphe. Il en aurait ensuite rendu compte par téléphone à cette femme, Anna N, franco-russe de 40 ans. Elle est soupçonnée d'avoir approché des cadres d'entreprises françaises pour obtenir des renseignements économiques. Elle est aussi la fondatrice de l'association humanitaire SOS Donbass, qui partage des fausses informations sur les réseaux sociaux. Des rumeurs de plus en plus persistantes font état de soldats français, de légionnaires prépositionnés en Pologne. Sous surveillance des renseignements depuis plusieurs semaines pour des agissements susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la nation. 4 individus ont été mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère. 3 d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Ils encourent chacun jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Allez, une question qui concerne votre quotidien maintenant. Votre facture d'électricité va-t-elle baisser? En tout cas, ce serait le souhait du Premier ministre. Sébastien Lecornu a demandé à son gouvernement de lui faire des propositions en ce sens. Alors, est-ce que ce serait possible, effectivement, une baisse de la facture d'électricité? Quels seraient les scénarios? On fait le point avec Emma Chala. En cette période où vous rallumez votre chauffage, allez-vous bientôt voir votre facture diminuer? Selon l'entourage du Premier ministre, Sébastien Lecornu a demandé au ministre de l'économie Roland Lescure de plancher sur des scénarios de baisse du prix de l'électricité. Plusieurs options sont sur la table pour être présentées au Parlement, pour les ménages et pour les entreprises, dans le cadre d'un grand plan écologique de décarbonation de l'électricité et de l'énergie. Un plan présenté comme un projet de pouvoir d'achat qui agirait directement sur les tarifs énergétiques proposés aux Français. L'initiative n'étonne pas les experts. Depuis un an, toutes les conditions sont réunies pour permettre une chute des prix. La consommation électrique n'augmente pas et pour autant, on a une production nucléaire qui augmente, du gaz qui est disponible, on a des renouvelables qui progressent beaucoup et donc tout ça joue à la baisse sur les prix de gros qui ne sont pas vraiment une surprise. En cas de décision du gouvernement, cette baisse ne devrait pas être directement visible. Si vous êtes au tarif réglementé ou indexé comme les 3/4 des Français, il faudra attendre février prochain pour constater un réel effet. Et puis, mesdames, messieurs, sachez que ça bouge beaucoup dans le secteur de la grande distribution. La recomposition de ce secteur de la grande distribution qui a été commencée déjà il y a quelques années est loin d'être achevée. Figurez-vous qu'il y a une opération d'envergure aujourd'hui. C'est tous les supermarchés Auchan de France, soit près de 300 magasins dans notre pays, qui vont devenir soit des intermarchés, soit des nettos. Les dessous de cette opération avec Adrien Blétry. À la place de ces lettres rouges, 2 inscriptions possibles. Intermarché ou netto d'ici 1 an dans toute la France. Un changement majeur dans le monde de la distribution, un peu moins pour les consommateurs. On vient là par habitude, donc en soi, je ne sais pas si ça changera vraiment grand-chose. Voilà, ça m'est égal. Si c'est la même qualité, pourquoi pas?
La bonne nouvelle pour les clients, c'est la baisse des prix annoncés dans les futures enseignes. L'objectif de ce partenariat pour le groupement Les Mousquetaires, c'est d'atteindre 20% de part de marché en France d'ici 2028. Avec un point de vente tous les 10 km, nous sommes des enseignes de proximité par excellence. Demain, par ce projet, nous pourrions le devenir davantage, mais toujours avec ce même objectif, proposer les meilleurs produits au meilleur prix au plus grand nombre. Pour Auchan, le but est de relancer son attractivité, mais ce projet inquiète les salariés. Ils sont en tout 11 000 à être concernés. Pour les syndicats, cet accord est un véritable séisme. On s'y attendait, mais alors pas du tout. On passera sous le statut Intermarché, donc on va perdre, on va perdre nos acquis, tous nos acquis. C'est très très alarmant chez Auchan ce qui se passe, très très alarmant. Dans un communiqué, le groupe Auchan indique qu'il compte créer une entité juridique dédiée pour continuer à exploiter les magasins et conserver tous les salariés. Oui, on précise, ce sont les supermarchés Auchan qui sont ainsi invalés, pas les hypermarchés Auchan qui, eux, restent en place. On y reviendra longuement à 13h30 pour voir vos consommations à vous, votre mode de consommation. Est-ce que c'est en train d'évoluer ? La réponse est oui, ça bouge pas mal en France. La justice maintenant et la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, est-ce qu'elle va devenir définitive ? La Cour de cassation se prononce cet après-midi. En appel l'année dernière, l'ancien président avait été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Et puis dans le casse du Louvre, le fameux casse du Louvre, il y a eu hier 4 nouvelles interpellations, dont celle de l'un des braqueurs présumés. Ils sont toujours en garde à vue. Alexandra Guillet est avec nous. Bonjour Alexandra. Bonjour Eric. Du prestigieux service police-justice d'LCI-TF1. L'enquête, non, je dis prestigieux parce que c'est vrai qu'on est les meilleurs. Voilà, c'est tout. Je peux le dire. De temps en temps, un petit cocorico de temps en temps. Vous la gênez là. Alexandra, l'enquête nous apprend en tout cas que ce casse, dont on avait dit qu'il avait été dans un premier temps très bien préparé. Et puis après, on avait dit, oh là là, le profil des personnes interpellées démontre que c'est un peu plus... Voilà. En réalité, on revient sur un scénario qui est celui du casse minutieusement préparé. Aujourd'hui, c'est vers cette conviction que s'acheminent les enquêteurs. Oui, d'après nos informations, en fait, des repérages ont été effectués aux abords du musée du Louvre avant le casse. Des lignes téléphoniques suspectes auraient borné à proximité du musée fin septembre. Un casse qui semble donc avoir été réfléchi bien en amont, comme vous le disiez. Pour la préparation, les policiers de la brigade de répression du banditisme auraient identifié plusieurs téléphones de guerre, c'est comme ça que l'on dit dans le milieu, des téléphones en fait sans carte SIM qui permettent en fait des échanges sur des messageries cryptées en toute confidentialité. Donc c'est notamment grâce à ce travail sur la téléphonie que le 4e membre présumé de ce commando a été interpellé. Hier, il est suspecté en fait d'avoir manœuvré le fameux camion monte-charge que l'on a vu sous le balcon du musée du Louvre. Un homme travaillant justement dans le BTP, dans le bâtiment, a été interpellé. Il est âgé de 39 ans et comme les 3 principaux autres suspects, il vient de Seine-Saint-Denis et est déjà connu pour des faits de cambriolage. Alors l'objectif de sa garde à vue et de celle de 3 de ses proches qui sont actuellement en cours, elle est de comprendre quel était exactement son rôle et évidemment d'espérer mettre la main sur les bijoux volés. On ne sait toujours pas où ils sont. Merci Alexandra Guillet. Des images très impressionnantes à présent. Regardez, des panaches de fumée et des flammes à Hong Kong. Tout cela brûle en ce moment même. C'est un bâtiment situé dans un quartier de la banlieue de Hong Kong. L'incendie majeur s'est déclaré ce matin dans un immeuble résidentiel, piégeant au passage des habitants qui sont encore, sur ces images, qui sont encore à l'intérieur de cet immeuble. Pour le moment, un brûlé grave et une autre personne a été secourue. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre, donc à Hong Kong. On va vous parler d'un slogan bien connu, America First. Vous connaissez le fameux slogan de Donald Trump. Il va s'appliquer maintenant aussi au secteur du tourisme. Les États-Unis de Donald Trump décident d'appliquer des tarifs différenciés dans leurs grands parcs nationaux. Vous, Français, si vous décidez d'aller au Grand Canyon, à Yosemite ou encore à Yellowstone, sachez que ça vous coûtera 100 $ de plus que les Américains. Les explications d'Audrey Borda. Dans l'Amérique de Donald Trump, c'est America First, même pour le tourisme. Afin de financer des améliorations et d'enrichir l'expérience offerte dans l'ensemble du réseau des parcs, j'ai signé un décret visant à augmenter les droits d'entrée pour les touristes étrangers tout en maintenant des prix bas pour les Américains.
Annoncé par le président en juillet dernier, son administration vient de détailler les changements de tarifs. Et pour les visiteurs étrangers, la note est plutôt salée. À partir du 1er janvier, pour un abonnement donnant accès à 11 parcs nationaux, le prix passe de 80 à 250 $, soit 215 € pour les non-résidents américains. Pour les tickets à l'unité, une surtaxe de 100 $, soit 87 € sera appliquée. Le secrétaire de l'Intérieur américain justifie cette augmentation. Les visiteurs internationaux contribuent équitablement à l'entretien et à l'amélioration de nos parcs pour les générations futures. À l'inverse, les Américains pourront les visiter gratuitement lors de journées patriotiques. Grand Canyon ou Yellowstone font partie des sites prisés par les touristes. Rien qu'en 2024, ils étaient 332 millions à les découvrir. Mais cette politique de préférence a ses limites. Le secteur touristique américain prévoit une baisse de 6,3% des voyageurs étrangers par rapport à l'année dernière. D'autres pays pratiquent déjà des tarifs différenciés. Le Japon, l'Islande ou bien l'Italie l'ont déjà mis en œuvre. Et c'est l'une des pistes pour le Louvre. Souvenez-vous, le président de la République en avait parlé au mois de janvier. Une petite chanson pour se quitter, ça va vous rappeler des souvenirs. Enfin, si vous avez 40, 50 ans ou plus, parce que les moins de 40 ans, je suis pas sûre. Vous connaissez ça? Moi, je suis génération Juliette Armanet, ça ne me dit rien du tout. Vous êtes bien un évidemment, jeune. c'est les Forbans. C'est les Forbans. Oui, les Forbans chantent, dansent et mettent des baskets. Chouette, c'est le chanteur, vous vous en souvenez peut-être, qui s'appelait Albert Cassabi. Vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Bébert. Figurez-vous donc qu'il nous a quittés. Il vient de s'éteindre à l'âge de 63 ans seulement. Ça, c'était leur tube. Ils avaient connu la gloire grâce à cette chanson qui s'était vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. Ça nous renvoie les années 80, ça. Exactement, c'était les années 80. Mesdames, messieurs, les années 80, vous savez ce qu'on a fait en 1983, puisqu'on parle des années 80? On a fait un emprunt forcé pour les riches sous François Mitterrand, Premier ministre Pierre Mauroy. Eh bien, figurez-vous que les sénateurs socialistes, dans leur grande sagesse, ont imaginé que c'était quelque chose qu'on pouvait reproduire aujourd'hui. Un emprunt forcé pour les riches, c'est la nouvelle idée, elle émerge du Sénat. Restez avec nous. Il va y avoir un gros débat et si vous pouvez éloigner quelque peu les chastes oreilles et les enfants, dans une poignée de secondes, ce sera mon édito. L'idée ne me plaît pas du tout. À tout de suite. Bonjour les amis, bonjour Magali Berthès. Ah bah non. Magali Lunel. Bonjour Eric Coquerel, vous allez bien? Il y a une obsession sur Magali Berthès. Je suis entouré dans cette émission de Magali, mesdames, messieurs. Ouais. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est que ça divulgue un petit peu notre âge. Mais je ne vous en veux pas, je prends ça comme un compliment, donc tout va bien. Tout va bien, sauf pour les riches français, mesdames, messieurs, puisque figurez-vous que le Parti socialiste, ou plutôt les sénateurs socialistes, ont décidé de les soumettre à un emprunt forcé, obligatoire. C'est vrai que quand on est un élu de gauche en France, il y a un parcours initiatique, un passage obligé. Dire qu'on n'aime pas les riches, dire qu'on n'aime pas l'argent, de gré ou de force, on va faire payer les riches. Ça, c'est un truc très français. Au congrès d'Épinay, souvenez-vous, 1971, François Mitterrand fait main basse sur le Parti socialiste, l'occasion rêvée pour lui de faire gauche. C'est le fameux discours de Mitterrand sur l'argent qui corrompt, l'argent qui écrase, l'argent qui tue, l'argent qui pourrit la conscience des hommes. Et voilà comment un homme, François Mitterrand, plutôt venant de la droite conservatrice, devient en un tour de main un homme de gauche, voilà. Et François Hollande, vous allez me dire, comment cet homme passé par l'ENA, par HEC, pétri de culture social-démocrate, posté à la droite du Parti socialiste, François Hollande donc, comment est-il devenu le candidat qui incarne la gauche à la présidentielle de 2012, eh bien, en lâchant opportunément lui aussi en 2007 dans un débat télévisé, je n'aime pas les riches, j'en conviens. Rien de plus efficace que de critiquer les riches pour faire gauche. D'ailleurs, au passage, qu'un futur président de la République clame haut et fort « Je n'aime pas les riches, j'en conviens », je sais pas, ça n'a choqué personne. Je sais pas, remplacer le mot riche par ce que vous voulez. Je n'aime pas les gros, j'en conviens. Je n'aime pas les chauves, j'en conviens. Ça aurait semblé absolument dégueulasse. Bon, mais quand c'est les riches, ça passe, c'est sympa, c'est cool, on a le droit de le faire, mesdames, messieurs. Alors cette fois-ci, on en revient à l'actualité de ce jour, les sénateurs socialistes veulent lancer un emprunt forcé
pour les Français riches. Un emprunt obligatoire, donc qui viserait les plus gros contribuables. Et comme on est en France, tout ça passe crème, quoi. Tout le monde trouve ça cool, sympa, c'est une bonne idée. Je rappelle juste quand même, mesdames, messieurs, que la semaine dernière, le ministère de l'économie a sorti de nouveaux chiffres qui démontrent le poids de plus en plus important des riches dans la récolte de l'impôt. Écoutez, les 10% de Français les plus aisés paient désormais en France 75% de l'impôt sur le revenu. C'était aux environs de 50% avant. Maintenant, c'est les 3/4. Et parlons également des très riches. Le ministère du Travail nous dit que 1/1000 des foyers fiscaux français paient à lui seul 15% des impôts sur le revenu environ. Vous voyez, donc là, on est sur les très riches. Voilà, je vous dis ça parce que par rapport à cette gymnastique et à cette chorégraphie habituelle, il faut faire payer les riches. Il est important de tordre le cou à l'idée que les riches paient peu d'impôts en France. C'est donc faux. Messieurs les sénateurs socialistes, vous devez savoir que le décile, les 10% de Français les plus aisés, eh bien, sont ceux qui paient le plus d'impôts dans le monde entier. Il m'est avis que le plateau, les invités qui sont autour de la table seront plutôt d'accord avec vous. Pascal Perry, éditorialiste économie. Bonjour Pascal. Bonjour. Léonidas Kalogéropoulos, bonjour. Bonjour. Président d'Entrepreneurs pour la République et auteur de Les entrepreneurs au cœur de la République aux éditions Déviation. Vous affûtez vos arguments dans un instant. D'abord, on veut savoir de quoi parle exactement Eric. Effectivement, on l'a appris ce matin. Un emprunt obligatoire destiné aux plus riches, un emprunt, on va dire, à taux zéro. Il n'y aurait visiblement aucun intérêt. Nivine, vous nous expliquez ? Alors effectivement, ce sont plusieurs sénateurs socialistes qui proposent que l'État emprunte, ou plutôt en réalité ponctionne directement une partie de l'épargne des Français les plus riches et que l'État ne rende cet argent qu'en 2031, ce qui veut dire que les plus aisés seraient obligés, je répète, obligés de prêter de l'argent à l'État pour une durée de 5 ans, le tout évidemment sans percevoir le moindre euro en retour en intérêt, puisqu'évidemment ce crédit serait à 0%. Et attention, cet emprunt il serait obligatoire en cas de non-souscription. Vous risquez une majoration dans un premier temps, puis un recouvrement forcé. Seraient concernés par cet emprunt obligatoire les Français les plus aisés, ceux dont le revenu imposable dépasse le million d'euros et dont le patrimoine est supérieur à 10 millions d'euros. Ça représente environ 20 000 foyers en France, et cet emprunt permettrait de récupérer 5 à 6 milliards d'euros dès l'an prochain, somme qu'il faudra évidemment rembourser puisque c'est un emprunt théoriquement dès 2029, parce que même si cet emprunt doit durer 5 ans, les contribuables pourraient demander un remboursement anticipé dès l'année 2029. Alors on entend beaucoup dire ça c'est pas possible, on ne pourra pas le mettre en place, mais ça a déjà existé. Eh bien oui, en 1983 précisément. À l'époque, le Premier ministre, c'est un certain Pierre Mauroy, et il lance un emprunt obligatoire qui portera d'ailleurs son nom, l'emprunt Mauroy. À l'époque, c'est tous les contribuables qui payent plus de 5 000 francs d'impôts. L'État les oblige à souscrire à cet emprunt, mais en retour, 10% d'intérêt. Ça avait permis de récupérer à l'époque 14 milliards d'euros de francs. L'argent avait été rendu 2 ans plus tard avec donc 10% d'intérêt. Et c'est cet emprunt qui est mentionné par les députés, par les sénateurs socialistes dans leur amendement qui a été déposé hier. Et puis ils expliquent leur choix parce qu'évidemment on peut se demander mais pourquoi cet emprunt obligatoire ? Eh bien ils expliquent que les plus fortunés d'entre nous contribuent proportionnellement moins au pacte social et au financement de la nation que les plus modestes. Alors évidemment, l'intention, elle est louable, mais plusieurs questions quand même restent en suspens. D'abord, est-ce légal ? C'est pas sûr du tout. Quid également de l'inflation ? Parce que si vous prêtez maintenant et que l'inflation augmente, eh bien vous allez perdre. Évidemment, quid du consentement ? Selon nos confrères des Échos qui dévoilent donc cette information, Bercy serait pas forcément très favorable à cet emprunt. Bon. Donc on nous refait le coup de 1983. Effectivement, Nivine a eu raison de convoquer l'histoire.
avec Pierre Mauroy. Oui. Alors 10% d'intérêt par an, à une époque où il y avait entre 7 et 10% d'inflation, c'est aussi une perte du capital. C'est-à-dire c'est une perte de valeur pour ceux qui étaient contraints d'emprunter. Vous parlez de 1983. Oui, mais là c'est quand même compliqué parce que c'est une forme de nationalisation non dite, temporaire, limitée mais temporaire. C'est une forme de nationalisation d'un actif privé. Ce sont des actifs privés, donc il y a un droit de propriété, un droit constitutionnel qui garantit la propriété des actifs immobiliers comme des actifs mobiliers. Maintenant, on va dire les choses très clairement. Il y a 2 ou 3 textes qui sont en train de circuler. Ce texte est né en réalité à Bercy. Il est destiné à être discuté avec le Parti socialiste et à aider le Parti socialiste à sortir du guêpier politique dans lequel il s'est collé. Il lui faut un trophée de plus, pour dire les choses très simplement. C'est une manœuvre politique. C'est une manœuvre politique. il lui faut un trophée de plus, c'est-à-dire qu'il y a l'abandon de la réforme des retraites, mais comme il y a une très forte pression qui s'exerce des écologistes, des LFistes et des communistes, notamment sur le PS, il faudrait que le PS obtienne quelque chose de plus. Et donc, ils sont en train de nous bricoler un truc, si vous voulez, qui pourrait être acceptable. C'est pour ça que Bercy est relativement défavorable et qui permettrait aux socialistes d'obtenir un trophée supplémentaire et de sortir la tête haute d'une situation dans laquelle ils vont quand même voter le budget. Oui, mais alors attendez. Vous dites que il faudrait bricoler un truc pour le PS, mais en accord avec Sébastien Lecornu et la gouvernance. Mais alors pourquoi? Alors dans ce cas, s'il y a un accord, Lecornu, Parti socialiste, pour redorer l'image du Parti socialiste à gauche, on a compris. Pourquoi est-ce que Bercy est défavorable? Parce que c'est un peu le fusil à tirer dans les coins. C'est une proposition qui est quand même un peu baroque, si vous voulez. Donc ils sont en train de chercher, en ce moment, il y a une espèce d'ingénierie fiscale qui est en cours pour trouver une solution qui permettrait de rendre la position socialiste, on va dire au 25 décembre pour Noël, au moment où ils auront voté le budget, la rendre honorable aux yeux de l'opinion. Vous voulez dire qu'il faut rendre techniquement acceptable une invention politique. C'est cela. Mais souvenez-vous juste, on va réécouter le Premier ministre, parce que vous en parlez, Sébastien Lecornu, pendant son discours de politique générale. Vous vous en souvenez, il l'avait annoncé comme un programme. Il va falloir de toute façon une contribution exceptionnelle des grandes fortunes. Nous demanderons à créer une contribution exceptionnelle des grandes fortunes que nous proposons d'affecter au financement des investissements du futur qui touchent à notre souveraineté pour les infrastructures, la transition écologique ou la défense. Là encore, mesdames et messieurs les députés, le débat parlementaire aura lieu. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez, Léonidas Kalogéropoulos? Il faut que les socialistes puissent présenter à la gauche une mesure qu'ils ont réussi à imposer au gouvernement, et comme Zuckman et toutes ces mesures ont échoué, taxer les riches à travers un emprunt obligatoire pourrait être un scénario présentable. Il y a une chose qui me fascine, c'est qu'avant d'arriver à un emprunt obligatoire, on pourrait déjà avoir essayé l'emprunt volontaire. Parce que avoir un appel à la contribution des plus aisés pour financer des investissements d'avenir ou des investissements de défense, quel est le pari qui aurait été fait sur le civisme et l'engagement et j'allais dire le patriotisme des plus fortunés en France? Vous vous souvenez Notre-Dame, lorsque Notre-Dame a brûlé, avant la fin de la journée, il y avait des contributions et on a lancé des levées de fonds, et vous savez qu'il en reste d'ailleurs, tout n'a pas été... Mais pourquoi? Parce que il y a un très très fort attachement des entrepreneurs, des plus fortunés de France, de grandes familles françaises, pour abonder des projets d'avenir. Mais avant même d'avoir proposé aux Français d'adhérer à un projet, à une vision d'avenir, et d'être dans quelque chose qui soit fédérateur, on en est à vouloir annoncer cette contribution et cet emprunt forcé. Parce que, vous le rappeliez dans votre introduction, il y a une espèce de manière de considérer que ce sont des ennemis utiles de s'opposer aux riches. On va les faire plier. Vous vous souvenez d'ailleurs, vous évoquiez 1983, mais le premier emprunt forcé, c'était l'emprunt de l'an 2. La Convention, c'était en 1793, et on a été chercher de l'argent de manière forcée, là encore,
parce que c'était les familles qui étaient réputées avoir soutenu la monarchie, auxquelles on allait soustraire de l'argent. Vous pensez au passage, Pascal Perry, pensez qu'on a un problème avec les riches, parce que ça devient très, très récurrent, hein. Ça devient vraiment même limite obsédant. Et vous remarquerez toujours que les mots ont leur importance. On ne dit pas on va suggérer aux riches, à travers une contribution exceptionnelle, de payer un impôt exceptionnel. Non, on va prendre l'argent aux riches. Les riches, il faut aller leur prendre. Il faut aller leur prendre. Même si le gars est d'accord, il faut pouvoir aller dire on va te le prendre. Le riche ne donne pas. Il faut lui prendre. C'est comme ça que c'est honorable, en France en tout cas. Alors oui, il y a un débat sur la proportionnalité de la contribution des riches. Alors, il y a beaucoup d'idées qui sont fausses, qui circulent, et c'est très compliqué. Régulièrement, on les remet en cause ici. Le taux, la contribution des 1% les plus riches en France, elle est de l'ordre de 43%. 43% n'est pas très loin de la moitié. Quand vous avez payé plus d'un tiers, entre un tiers et la moitié de ce que vous avez gagné à l'État, vous avez quand même contribué. Vous avez abondé la caisse de communauté. La problématique qui est non dite, c'est que la question, c'est les super riches. Ils sont très peu nombreux. Ils gagnent leur argent à l'étranger. Dans la plupart des cas, les entreprises du CAC 40 font leur fortune à l'étranger. Ceux qui sont des personnes physiques qui dirigent ces entreprises ou qui en sont propriétaires réinvestissent l'essentiel. Et donc, on n'arrive pas à avoir un débat un peu apaisé sur la contribution fiscale et sociale des super riches dans ce pays. On manque de capital, c'est ça qu'il faut dire. Ce que les Français devraient retenir, c'est qu'en fait, les entreprises en France, elles manquent de fonds propres. Oui. Les fonds propres, c'est ce qui permet d'investir, c'est ce qui permet de créer des emplois, d'assurer l'avenir. Il faut sortir de cette obsession fiscale parce qu'elle est fausse, parce qu'elle est idéologique, elle est mortifère. Pas Pascal, juste une question. Quel chef d'État d'une démocratie occidentale pourrait dire à l'endroit de sa propre population: je n'aime pas les riches? Quel chef d'État, quel Premier ministre britannique pourrait dire aucun? Non, quel chef d'État, Hollande, il l'a jamais dit en tant que quel chef d'État? Il l'a jamais dit en tant que chef d'État. Je sais bien, il a dit en 2007, je l'ai rappelé, il a été président en 2012. Mais quelle personne qui demande à être chef d'État pourrait dire, un Britannique: je n'aime pas les sujets britanniques qui sont riches, je n'aime pas les ressortissants allemands qui sont riches, je n'aime pas une partie, c'est séparatiste, c'est très séparatiste, je n'aime pas une partie des Français que je m'apprête à présider en tant que président de la République, parce que cette partie des Français sont riches, donc je ne l'aime pas. Qui peut dire ça? Mais il n'y a qu'en France qu'on peut dire qu'un chef de l'État peut dire: je n'aime pas l'argent, l'argent tue, et je n'aime pas les riches. Ça vous va? Écoutez juste le ministre de l'économie qui a réagi ce matin, effectivement, pour Roland Lescure. Évidemment, le message n'est pas du tout positif. Que les socialistes soient nostalgiques des années Mitterrand, je le comprends. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était le gouvernement Mauroy en 83. Qu'on puisse examiner toutes les formes, allez, je dirais, créatives, innovantes de financement de la dette de l'État, pourquoi pas. Mais attention, aujourd'hui, je n'ai pas de problème de financement. Je ne compte pas en avoir l'année prochaine non plus. Un prêt à taux zéro, ça vous intéresse pas? Surtout s'il est forcé, je pense que ça donnerait pas forcément un message très positif. Alors, je voudrais quand même rappeler quelque chose, parce que c'est à croire que l'intérêt général serait un monopole d'État, qu'il n'y a que ce que l'État ferait avec l'argent qui serait bon pour le pays. Ces choses-là que nous avons tous dans nos poches, il n'y en a pas un morceau, pas une molécule qui soit fabriquée dans notre pays. On a besoin de capitaux pour ça. Si on avait de l'argent et des capitaux qui étaient mobilisés dans le pays, on aurait des emplois derrière les usines qui créeraient ce dont nous avons besoin et qui font notre vie quotidienne, que ce soit les téléphones, les ordinateurs. On a besoin de mobiliser les capitaux. Et si on ne mobilise pas nos capitaux pour arriver à faire tout ça, c'est que l'État le prend. L'État est persuadé que lui sait ce qui est bon de faire avec l'argent qui est disponible. Donc il faut aller le prendre. Et au lieu d'avoir des investissements productifs, ce qu'essayent de faire nos entrepreneurs, et en créant des richesses, en faisant qu'il y ait de l'emploi, que nos territoires soient industrialisés, on a vidé notre pays de ses industries parce que l'État ponctionne, parce que lui sait, et il n'arrête pas de creuser ce tonneau des Danaïdes qui se vide inexorablement. Et tout cet argent qui pourrait être investi pour créer véritablement de la richesse, et je prends cet exemple parce que tous les Français l'ont dans leur poche, eh bien, on ne peut pas le faire en France parce que l'État considère qu'il sait mieux l'utiliser. C'est vraiment un exemple caricatural de ce
tropisme dans lequel d'un côté il y a la nation qui voudrait être créative, et vous savez à quel point la nation française est entreprenante avec des projets d'innovation, et de l'autre côté l'État qui considère que lui seul est capable d'avoir la vérité absolue, de savoir ce qui est bon pour les Français et qui ponctionne à tout va. Et je pense qu'on en est à un degré paroxystique de cette maladie qui oppose l'État et la nation. On a un vrai face-à-face entre l'État et la nation, et ce débat budgétaire en est la caricature. Quand Mussolini prend le pouvoir au début des années 20, en Italie, il n'est pas encore le dictateur qu'il va devenir après l'affaire Mattei, je crois, en 23, et il invente le mot totalitaire. C'est-à-dire, lui, il l'explique à l'époque, il dit tout dans l'État, rien en dehors de l'État. Et pour lui, au début, le totalitarisme, c'est positif. C'est positif. Dans son vocabulaire. C'est devenu négatif par plus tard. Donc, c'est la totalité, c'est l'État, c'est ce que vous disiez, est dépositaire du bien public. Pas de bonheur en dehors de l'État. Pas de bonheur en dehors de l'État. Et lorsque vous avez raison de rappeler le vocabulaire de gauche sur les riches, c'est comme s'il y avait une anomalie. Ils ont de l'argent, ils devraient pas l'avoir. Et si l'eau, ça veut dire qu'il y a des moyens supplémentaires qui sont disponibles, et donc on devrait leur prendre. Vous parlez des taux de 75% d'hier pour les 10% les plus riches, mais ce taux ne sera jamais assez élevé. C'est à croire, quand on a ces débats sur les riches, qu'il faudrait qu'enfin il y ait une taxe pour qu'ils puissent payer leur juste contribution, comme s'ils ne payaient rien. Mais bien entendu, ça se surajoute à ce qu'ils payent déjà. C'est sans fin. Il y a véritablement un moment où cette folie doit s'arrêter. En sachant que là, c'est pour flécher, en fait, c'est pas pour financer n'importe quoi. Là, c'est pour contribuer à l'effort national de défense, parce que non, mais il y a un effort. Attendez, c'est pas les riches qui vont financer l'effort national de défense. C'est un effort citoyen qu'il faut faire. Qui plus est, quand on parle de la défense. Mais il faut évaluer la contribution des uns et des autres dans la société. Il y a des riches, c'est incontestable. Il y a des gens qui ont réussi. Il y a de très grandes entreprises. Il faut rappeler, je le fais très régulièrement, que le CAC 40 fait ses affaires à l'étranger, plus en France, mais contribue malgré tout à une proportion très supérieure aux caisses de l'État. On a besoin de ces entreprises parce qu'elles ont une contribution fiscale, mais elles ont aussi une contribution sociale. Ce sont des centaines de milliers d'emplois qui sont créés, ce sont des métiers rares qui sont protégés, notamment dans l'industrie du luxe. C'est aussi des ingénieurs qu'on emploie chez Schneider Electric, chez Legrand, chez Michelin, dans ces très grandes entreprises qui font le pays. Les riches contribuent. Il faut... vous avez remarqué d'ailleurs qu'on a complètement oublié le débat. Le débat, c'était au départ comment on fait des économies. Oui. On en parle encore des économies. Bien sûr. Est-ce que vous avez, Eric et Magali, un chiffre à me donner? Vous avez quelque chose à me dire sur les économies? Non, rien. Où est-ce qu'on va gratter? Donc on est toujours dans cette obsession fiscale qui, si ça marchait, franchement, si c'était efficace, on aurait 5% de croissance par an. Ce pays serait un paradis, ce serait génial, on n'aurait pas de déficit, etc. Bon, donc c'est que le problème n'est pas là. Non, en revanche, je trouve que en appeler au civisme et au patriotisme des Français pour dire on a un besoin, je ne sais pas, sur l'armement, vous avez l'armement est un sujet, et c'est un sujet qui nous interpelle tous. Dire on a un besoin, je ne sais pas s'il est de 5 à 6 milliards, et comment il a été évalué, mais déjà d'avoir un appel à contribution, une de façon proactive, mais elle serait bonne. Et puis si elle n'est pas souscrite, eh bien à ce moment-là, on peut dire, comme elle n'est pas souscrite, on met en place un prélèvement obligatoire. Mais on n'a même pas essayé. C'est quand même quelque chose qui me semble vraiment heurter notre sens civique, justement. Merci Léonidas Kalogeropoulos, merci Pascal Perry. Dans un instant, on va parler des retraites. Vous savez qu'il y a en France 1,3 million de retraités qui vivent hors de France. Oui, mais parmi ce 1,3 million de retraités, parfois on perd la trace et parfois la sécurité sociale paie des pensions, par exemple, indues pour des retraités qui sont morts, par exemple, depuis des années ou dans d'autres situations. D'ailleurs, on va faire le point avec vous dans un petit instant. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, vous avez des questions légitimes. Vous vous dites, mais qui est dans la place aujourd'hui dans Brunet sans filtre? Eh bien, sachez qu'il y a bien évidemment Isabelle Saporta et Renaud Pila, nos éditorialistes, nos aristocrates de l'éditorialisme parisien. Pascal Perry, éditorialiste économique. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec Magali Lunel, nous accueillons Nathalie Goulet.
Bonjour madame, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice UDI du département de l'Orne et ceux qui suivent notre émission savent que vous êtes parmi vos attributions une traqueuse des dérapages de la fraude sociale. C'est une de vos marottes. On va parler maintenant des retraités. Quoi de meilleur qu'un bon reportage de notre rédaction pour planter le décor, Magali? Vous savez, quand vous êtes retraité, vous touchez une pension jusqu'à votre mort. Aucun problème en France, puisque les données sont mises à jour toutes les nuits, figurez-vous. Les difficultés, finalement, sont à rechercher plutôt du côté de l'étranger, quand des Français ou des binationaux partent passer leur retraite ailleurs, notamment hors de l'Union européenne, ça se complique un petit peu plus. Le reportage de Léa Capdani. Avez-vous déjà pensé à quitter la France pour vos vieux jours ? C'est le cas aujourd'hui de 2 millions de retraités qui vivent pour la plupart dans les pays voisins. La Cour des comptes scrute les pensions de ces retraités, car près de 100 millions d'euros seraient versés à tort chaque année. D'où viennent ces erreurs ? Principalement des fraudes. La Cour des comptes a identifié ce qu'elle appelle des fraudes à l'existence. La plus courante, c'est lorsque les décès ne sont pas signalés et que la pension continue d'être versée. Dans ces cas précis, les pertes sont estimées entre 40 et 80 millions d'euros en Algérie et à 12 millions d'euros au Maroc. Dans les pays européens, c'est une fraude différente qui est la plus fréquente. L'autre fraude possible, c'est celle qui concerne l'ASPA, c'est-à-dire le minimum vieillesse, qui est en principe réservé à des résidents en France. Or, ceux-ci ne déclarent pas toujours leur départ à l'étranger et continuent à toucher le minimum vieillesse alors que, normalement, ils ne devraient pas. En 2021, cela concernait 28% des pensions versées à tort, ce qui représente 43 millions d'euros. Comment lutter contre la fraude ? Certains pays ne communiquent pas les données concernant l'état civil de leurs habitants. En Algérie, la caisse de retraite demande donc aux assurés de plus de 90 ans de se rendre au consulat tous les 3 ans pour prouver qu'ils sont toujours en vie. Une mesure qui devrait s'étendre à d'autres pays d'ici à 2027. On a le temps de mourir en 3 ans. Alors, ce sujet est essentiel. Nathalie Goulet, qu'en savez-vous ? Question totalement ouverte. Je sais que vous travaillez depuis des années. Vous travaillez depuis des années sur la fraude sociale. Donc, ces retraités, ça peut être des retraités franco-algériens, franco-portugais, franco-italiens, voilà. Ou israéliens. Ça peut être des Français qui vont là-bas s'établir pour leur retraite, mais ça peut être également des Algériens, des Portugais, des Italiens, des Espagnols qui ont travaillé en France, qui ne sont pas français et qui sont rentrés chez eux et qui perçoivent une retraite de la France, puisqu'ils y ont travaillé, légitime, qu'ils ont travaillé depuis des années. Oui, chacun peut passer sa retraite où il veut. Ouais. Le problème, c'est de plus la toucher quand on est mort, c'est votre sujet. Ouais. Donc, il y a quelques années, on avait déjà fait un rapport en 2019 pour Édouard Philippe, en montrant ce problème de l'existence, c'est de la fraude à l'existence, précisément. Et on avait noté, il y avait plusieurs entreprises privées qui intervenaient notamment pour les mutuelles, pas tellement pour le régime vieillesse, mais beaucoup pour les mutuelles pour faire des enquêtes. On avait demandé à avoir un contrôle physique, donc une démarche au consulat, mais évidemment si c'est tous les 3 ans, vous avez le temps de mourir un certain nombre de fois en 3 ans. Voilà. Et puis on avait réglé, je pense à peu près 10 ou 15% du problème, notamment en Algérie, avec une subtilité que vous allez adorer, c'est qu'une fois que la personne est décédée, il vous arrive 3 femmes plus ou moins jeunes pour les pensions de réversion. Donc de toute façon, l'affaire ne s'arrête jamais. Voilà. Et puis, on a des problèmes de contrôle d'existence massifs. Mais là, Nathalie Goulet, on est sur des gens qui mentent, qui trichent et qui essaient de faire croire qu'ils sont toujours vivants. Je sais que j'ai vu leur famille. C'est les familles, hein, c'est pas eux-mêmes. Les enfants, les petits-enfants. J'ai vu que la Sécurité sociale avait fait un test sur l'Algérie, sur des personnes de 88 ans. Et il s'était rendu compte que sur des pensionnés en Algérie de 88 ans, il y avait approximativement 10% de fraude. C'est quand même énorme. Oui, quand même énorme. Le Portugal était à peu près à 30% de... Le Portugal ? Le Portugal. Alors, on est en Union européenne. Mais il n'y a pas de correspondance. Donc les gens mentent. À l'échelle de la France, on va entendre nos éditorialistes. Et Isabelle, juste, on va rappeler, on ne parle pas là, sur ce dossier, ce point extrêmement précis de pensions qui sont versées à des personnes qui finalement sont décédées. C'est une toute petite proportion, on ne parle pas de fraude massive, hein. Ça correspond à 0,054% des prestations versées.
Ah bah oui, c'est ahurissant. De toute façon, c'est ce que vous rappeliez. C'est-à-dire qu'en plus, les méthodes, c'est-à-dire que soit, en fait, ils ont des rendez-vous avec tous les 3 ans, tous les ans, voilà. Soit on leur dit qu'il faut faire avec une reconnaissance faciale et ils disent, ah oui, mais moi, j'ai pas Internet, et donc ils s'en sortent. Donc c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Maintenant, moi, je vais vous dire pire que ça. Hein, parce que là, on parle de la fraude, donc vous avez raison, Magali, de dire que c'est épiphénoménal. Mais moi, et là, je vais m'emplafonner, Monsieur Perry, ici présent. Moi, ce qui me pose problème, c'est que en général, les gens partent de France et disent qu'ils vont, au fond, devenir résidents fiscaux ailleurs et continuer à toucher leur pension. En fait, on est dans une pension aujourd'hui qui n'est pas par capitalisation. Hein, c'est-à-dire qu'il y a 28% des salaires des gens en France, et c'est pour ça qu'on a des salaires aussi médiocres, qui servent à payer les retraites. C'est pas de la capitalisation, c'est pas de l'argent qu'ils ont mis de côté, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, c'est quand même de l'argent qui est piqué, mais à l'économie française, et qui part à l'étranger. Alors vous allez me dire, c'est formidable, il y a des conventions fiscales, c'est formidable, c'est génial, mais... Moi, je dis, bon alors donc, les impôts, il n'y a qu'une petite partie qui sera payée en France, voire pas du tout. Il y aura plus de consommation, et c'est quand même nos salariés, donc c'est vraiment de l'argent qui est exempté, qui est parti de l'État. Renaud Pilat, puis Pascal Perry. Je m'arrêterai là, je vois pas en quoi ça me percute. Hein. Oui. Non mais vous trouvez toujours que les conventions fiscales c'est merveilleux. Non mais je vais vous dire, ce chiffre de 188 millions de fraudes fiscales qui ont été sociales, de fraude à la retraite. Ouais. Pardon, parce qu'il y a beaucoup de fraude en France. C'est quoi, la fraude fiscale, la fraude aux pensions de retraite. Eh bien, ces centaines de millions d'euros de fraude qui ont été évités. Si, c'est ça. Ces 188 millions d'euros qui ont été évités. Grâce au contrôle, d'accord. Grâce au contrôle. Mais c'est une très bonne nouvelle qu'on a ce chiffre. C'est une très bonne nouvelle qu'on ait ce chiffre parce que ça veut dire que désormais, les contrôles renforcés fonctionnent. Il y a plus de 100 personnes en France qui sont chargées de contrôler notamment 2 choses. Les pensions de reversion sur des personnes qui sont décédées et qui n'ont pas été, au bout de 2-3 ans, signalées à l'État, la caisse d'assurance vieillesse. Au bout de 3-4 mois, ils considèrent que c'est une fraude. Une fraude, pardon. Vous avez oublié. Au bout d'1 an, 2 ans, c'est une fraude. Deuxièmement, donc c'est fraude aux pensions de reversion et puis fraude à l'ASPA. L'allocation pour les personnes vieillesse, et l'ASPA, c'est sous condition de ressources. Donc là, vous trichez un peu, vous truquez un peu vos conditions de ressources. Mais encore une fois, une bonne nouvelle, il n'y en a pas si fréquente. Les contrôles ont beaucoup mieux marché cette année. C'est pour ça qu'on a plus de fraudes repérées. C'est comme les radars. Plus il y a d'argent qui rentre, plus ça veut dire que c'est efficace. Est-ce que vous partagez cet optimisme ? Alors, ce qui s'est passé quand même, c'est qu'après avoir alerté, notamment avec mon ami Charles Pratt, que vous connaissez bien, etc., pendant des années, moi j'ai été traité de menteuse en séance quand même. Bon. Donc, il n'y avait pas de fraude, vous vous rappelez, vous étiez déjà là, il n'y avait pas de fraude, Donc on a quand même... La sécurité sociale ne voulait pas avouer fraude. Voilà. Mais non, parce que chaque fraude, c'est une erreur. Bon, alors, la Cour des comptes avait beau réitérer ses rapports montrant l'importance de la fraude, il y en avait... Mais non, il y en a. Donc il y a un service fraude, et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle qu'il y a un contrôle. Mais il n'y en a pas suffisamment, parce que ça coûte cher, les contrôles à l'étranger. Donc on a un certain nombre de systèmes, et puis vous avez en France... dans mon bon département de l'Orne, vous avez dans une commune qui s'appelle Bretoncelle des fils aimants qui avaient caché le décès de leur mère pendant plusieurs années pour continuer à toucher sa pension. Donc, si vous voulez, ça arrive aussi... C'est de l'escroquerie pure et dure. Voilà, bon, c'est très très résiduel. Mais à l'étranger, ça pose un certain nombre de problèmes. Oui. C'est le problème des retraites et des pensions de reversion. Et là, normalement, ce qu'il faudrait instaurer, c'est un contrôle physique. Mais parfois, vous avez d'abord des personnels des consulats très compétents, mais qui sont surchargés. Et puis aussi des autorités locales qui sont pas très coopératives. C'est terrible parce que Nathalie Goulet, Pascal Perry, elle a coutume de dire cet argent qui est fraudé, c'est plus grave presque que de l'argent qu'on ne récolte pas au titre d'une fraude fiscale. C'est de l'argent qu'on a récolté et qu'on reverse à des gens qui mentent et qui trichent. Quand vous dites qu'il y a 30% de triche de la part de retraités qui sont au Portugal, retraités portugais, ou franco-portugais, ou français d'ailleurs, ou français qui sont installés au Portugal, on a vu sur la génération des gens qui ont 88 ans, qui sont en Algérie, la Sécu a dit qu'il y avait 10% de mensonges, c'est-à-dire de personnes qui étaient décédées. Ça veut dire que c'est 20. Ouais, ça veut dire que c'est 20, vous dites, c'est quand même terrifiant, parce que c'est de l'argent qui sort du budget de la Sécu, quoi. Oui, enfin, là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que c'est des gens qui ont cotisé pour leur retraite.
Donc c'est vrai que de toute façon, il y a un droit aussi. Pas pour eux-mêmes, c'est les jeunes qui payent leur retraite. Oui, enfin, ils ont quand même cotisé. Oui, mais d'accord, mais c'est pas de la capitalisation. Ah non, je suis d'accord. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, on a l'impression aujourd'hui que c'est un dû, en fait, et que cet argent qui s'échappe de la France, c'est normal. Oui. Moi, je sais que ça, c'est votre... Vous trouvez ça normal, vous, Éric Brunet, en fait? Non, mais que vous les gardez, vous les attachez, les retraités. Oui, je veux les attacher. Vous voulez les attacher à un piquet pour les maintenir sur le territoire national. Est-ce qu'ils auront le droit d'aller dans les départements d'outre-mer ou est-ce que c'est déjà à l'étranger pour vous? Non, mais franchement, écoutons Pascal Perry. Vous êtes gentil parce que à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, on paye pas le même impôt sur le revenu. Donc il faut croiser. Non, mais il faut croiser les fichiers. Il faut peut-être commencer par ça. Il faut commencer par le plus simple. On va pas demander à chaque agent consulaire de se transformer en Algérie, au Portugal ou ailleurs, de se transformer en garde-chiourne et en vérificateur. Comme le dit Jean-Louis Borloo, des vérificateurs, on en a déjà des millions en France, donc ça suffit. Non, il faut commencer par faire des choses simples, croiser les fichiers, l'URSSAF, la sécurité sociale. Ce sont des écosystèmes qui vivent les uns à côté des autres. Et vous pouvez avoir la démonstration, la preuve d'une fraude, pas nécessairement à la retraite, dans une administration, mais comme les administrations communiquent pas entre elles, comme c'est des silos posés les uns à côté des autres, personne ne se parle. Mais on commencerait par ça, on ferait déjà un grand progrès. Alors il y a un point très positif, c'est que l'INSEE actualise toutes les nuits, que Dieu fait, toutes les nuits, les données de la sécurité sociale. Il y a des milliers de décès chaque année en France, Nathalie Goulet. Et donc chaque nuit, la sécurité sociale intègre dans ses... Et c'est pour ça que ça va mieux. C'est pour ça qu'on s'y améliore. Oui, mais c'est pour ça que ça marche en France. Juste pour répondre sur l'affaire des échanges de données. Vous avez un salarié, américain, français, tout ce que vous voulez. Il vient en France. Il a un contrat de travail, il a un titre de séjour, il a une carte vitale. Son contrat de travail se termine. Son titre de séjour expire, ça désactive pas sa carte vitale. Oui. Parce qu'il n'y a pas de communication entre les deux. J'abonde. Voilà. Alors on a voté dans un texte sur les fraudes il y a quelques semaines plus de croisement de fichiers. Voilà. Et c'est ce qui va devoir se passer parce que normalement une fraude avouée dans un organisme doit être opposable aux autres organismes. On doit flaguer le fraudeur. Mais de toute façon, notre système est un aimant à fraudeurs puisqu'on est en système déclaratif. Pensez que je préfère avoir 40 ans que 65. Et c'est au titre de la CNIL C'est au titre de la CNIL qu'on ne peut pas croiser les... Non, c'est au titre de la mauvaise volonté. Non, c'est des systèmes informatiques qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Non, mais parfois, c'est pour la défense. Non, mais Isabelle, on vient de très loin. Pascal, moi je me souviens d'ajustements qui n'ont pas été faits. Des interconnexions qui n'ont pas été faites. Mais c'est fou. On peut le faire. Mais on vient de très loin. Moi je me souviens. Alors je tiens à dire quand même que cette femme qui est avec nous, cette sénatrice qui est avec nous, mène avec opiniâtreté ce combat depuis des années. Parfois on a des sénateurs et des députés qui viennent ici pour avoir le plaisir de parler dans notre émission, c'est une vraie joie, mais elle mène avec Charles Prats et d'autres ce boulot, ce travail avec opiniâtreté. Et moi, je me souviens de Prats, ce juge, à votre place, disant, il y a quelques années, on vient de très loin, au sein de la sécurité sociale, il y avait l'idée que avouer ces fraudes, c'était faire le jeu du Rassemblement national. Alors on se taisait. Et les grands patrons disaient non, il n'y a pas de fraude, on est dans l'épaisseur du trait, c'est pas très grave, etc. Et donc vous êtes arrivé à les bouger. Là, vous avez raison. Juste un mot. Déjà, heureusement qu'on a les sénateurs en ce moment et les sénatrices parce que ils bossent sur la fraude, vous l'avez fait, et ils bossent sur le musée du Louvre. Deuxièmement, on a... C'est pas moi, j'aurais pas laissé tomber la couronne. Oui. Un exemple à l'étranger rapide, il n'y a pas que chez nous. En Italie, il y a quelques jours, a été arrêté un homme de 56 ans. À Trévise, un homme de 56 ans qui malheureusement cachait le cadavre de sa mère depuis 3 ans chez lui. Et qu'il avait mis enveloppé comme ça dans un linceul, et donc il fraudait avec la retraite de sa mère. Et puis un jour, faisant croire qu'elle était vivante. Voilà, faisant croire qu'elle était vivante. Ils ont demandé un jour sa carte d'identité. Il a dit bon, écoutez, c'est compliqué. Du coup, il s'est déguisé en petite mamie. Les images sont dingues. Il s'est déguisé en petite mamie avec une canne comme ça. Et puis à l'arrivée, ils lui ont dit votre carte d'identité au guichet. Il a trébuché, mimant un malaise, et sa chemise s'est déchirée, était plein de poils. On a vu qu'il était très poilu. Vous êtes poilu, vous n'êtes pas une mamie. Et ben, il s'est fait coffrer. Et qui sont les principaux responsables de la fraude sociale en France ? Moi, je pense que c'est la fraude à la résidence. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas les conditions de résidence, comme l'exemple que je viens de vous donner, et aussi énormément de personnes qui sont domiciliées chez.
C'est-à-dire que vous êtes domicilié chez papa, maman, Tati Fortuné, vous vivez ailleurs, mais comme vous avez une résidence en France, vous pouvez... alors on a fait voter... Vous pouvez avoir certains droits sociaux parce que vous êtes résident en France. Par exemple, l'ASPA, la fameuse ASPA. Oui. Si vous n'êtes pas résident français, vous n'avez pas le droit à l'ASPA. En revanche, on peut préciser aussi qu'il y a eu un rapport commandé par le gouvernement qui a été rendu public il y a quelques mois, le rapport sur la lutte contre la fraude sociale. Et ce ne sont pas les assurés les premiers fraudeurs. Non, ce sont les médecins. Les médecins, les infirmiers, les kinés. D'abord les entreprises. Ah, ça c'est la fraude aux cotisations. La fraude, oui, voilà, tout ce qui est... Ah oui, mais cotisations et prestations. Tout confondu, effectivement. Bien sûr, les entreprises d'abord, les assurés ensuite, et effectivement les personnels. Et elle a une autre particularité, la fraude sociale, c'est que le recouvrement, cas de contrôle, est très faible. Très faible. De mémoire, c'était 15 milliards d'euros, chose comme ça. Chaque année, c'est une estimation, parce que par définition, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quelle est la profondeur de la fraude, mais on récupère à peine 10%. C'est-à-dire que c'est une fraude qui est très facile à dissimuler, à mettre en œuvre. Il y a ce que Mme Goulet évoque, il y a les professionnels de santé. Faut le dire, consentant ou non. Dans certains cas, il y a effectivement des entreprises, mais c'est un véritable écosystème. Quand vous dites les médecins, ils font c'est-à-dire qu'ils falsifient les actes pour gagner plus d'argent de la sécurité sociale. Oui, un nombre d'actes. Mais c'est les infirmiers, les kinés, c'est un nombre d'actes tout à fait multiplié. Enfin, les kinés, c'est pratiquement terminé, mais il y a encore les centres de soins. Il y a eu des ophtalmos, il y a eu tout un tas de centres médicaux qui se sont fait rattraper par la patrouille. Qui inventent des actes. Qui se sont fait rattraper par la patrouille, et c'est heureux. Oui, bien sûr. Ou alors, vous savez, le travail clandestin, c'est ou le travail. Oui, mais ça, c'est les cotisations. Nathalie Goulet, pourquoi dans ce pays, si cet après-midi, je vais dans le fin fond de l'Aveyron, si je fais un excès de vitesse, je roule à 86 km/h au lieu de 80, on me retrouve dans les 24 heures. J'ai un courrier, mon compte est prélevé, le retrait de points est automatisé, tout ça est réglé, etc. C'est remarquable, c'est de l'ingénierie de très haut niveau. Pourquoi ce pays qui est capable de faire cela sur les excès de vitesse n'est pas capable de croiser les fichiers pour savoir quelles sont les personnes indélicates? Eric, il n'y a pas une plaque d'immatriculation sur la NORAC de chaque retraité. Il n'y a pas une plaque. Nathalie Goulet. Alors, d'abord, il y a un système belge qui consiste à avoir la même carte d'identité que la carte de soins, ce qui est un bon système. La deuxième chose, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits sur ce sujet, et on a encore voté un texte récemment pour croiser un peu mieux les données, vous avez raison, mais j'en ai quand même une bien bonne à vous raconter qui s'appelle la dette hospitalière. Vous avez un Américain qui se casse la jambe au ski. Il veut aller se soigner. Il va donc, pas qu'il veut, c'est qu'on lui répare sa jambe, donc on va lui faire un plâtre et tout ça. Il va payer à la caisse. Et là, c'est ZZ et Poud X. Il rentre pas dans les cases, il peut pas payer parce qu'on peut pas prendre sa carte de crédit parce qu'il est non assuré, non résident. Et donc, on le déclare. Après, c'est le consulat aux États-Unis qui doit aller le chercher, qui lui envoie un genre France Connect pour payer, qui paye jamais, qui peut pas. Il y a 150 millions qui se baladent, de gens de particulière bonne foi, parce que le système hospitalier ne permet pas à ces gens non résidents et non assurés de payer. Je vous dis, on est dans ZZ épouse X. Ça rentre pas dans les Américains. S'il est assuré, c'est l'assurance qui paye automatiquement. Oui, mais s'il peut. Mais là, il n'est pas assuré en France. Et l'hôpital va le soigner parce qu'ils sont là pour le soigner, mais il ne peut pas payer. Il ne prend pas sa carte bleue. Il ne prend pas sa carte parce qu'il est non résident de notre... Donc il ne paye rien. Non, le Quai d'Orsay s'arrache les cheveux. Nos consulats sont responsables. Ils sont obligés d'aller récupérer les gens. Et en plus, alors eux, ils sont flagués. Ils sont flagués pour avoir un visa la prochaine fois puisqu'ils ont une dette. Alors que c'est pas de leur faute, mais vous comprenez bien que vous êtes américain, vous vivez au milieu du Texas, vous recevez un lien France Connect en français. Déjà, quand vous êtes en France avec un lien France Connect, mais déjà, faut prendre son après-midi déjà. Il faut prendre un traducteur, etc. Donc, vous voyez, on a la dette hospitalière qui est un truc tout à fait bête. Le service des affaires étrangères nous dit, mais réglez le problème. Nous, on n'y arrive pas. Il faudrait juste que l'hôpital accepte la carte bleue. Quand vous comparez avec les dignitaires du régime algérien. Non, mais ça, il y a encore des accords. Mais ce que je veux dire, c'est que genre aberration. Ils ne payent pas. Enfin, on a une dette. Une ardoise. Ils ont, une ardoise monstrueuse. Mais vous voyez qu'on est un aimant à fraudeur. On est un aimant à fraudeur. On est le pays le plus généreux du monde. On verse plus de 900 milliards de prestations par an. Mais sur les cotisations, vous avez raison. Il faut travailler. Il y a des entreprises qui sont jetables et qui sont faites uniquement pour frauder la TVA et l'URSSAF. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel on a travaillé. TVA, c'est une fraude fiscale. Oui, TVA et URSSAF. URSSAF. Donc ça sera fraude de TVA. Franchement, longue vie à cette sénatrice. Non mais pour que je puisse toucher ma retraite. Il y a 344 sénateurs, 577 députés. Vous allez revenir tous les 15 jours. Vous partez tous les 15 jours, on fait un point fraude avec vous. Vous avez 35 ans, c'est ça que vous avez dit tout à l'heure. À peu près. 36. Vous êtes diplomate. Moi, j'ai 37. Allez, tout juste élu. Merci à vous, Nathalie Goulet. Merci à vous de m'avoir invité. Est-ce que votre facture d'électricité bientôt va baisser? C'est ce que voudrait
Sébastien Lecornu, le gouvernement s'est mis à plancher sur la question. On vous dit tout dans un instant. Mesdames, messieurs, vous devez savoir que vous pouvez chanter, danser, embrasser qui vous voudrez. Figurez-vous que votre facture d'électricité va peut-être baisser. Enfin, avant de chanter, danser et d'embrasser qui vous voudrez, écoutez quand même Magali Lunel, c'est pas gagné. Non, sait-on jamais, c'est juste le Premier ministre qui le voudrait. Donc il a demandé à son gouvernement de plancher sur la question et de lui faire quelques propositions, à son ministre de l'économie plus précisément. Mais justement, Roland Lescure en a parlé ce matin. Écoutez. Il faut éviter les formules magiques. J'ai vu que le Rassemblement national votait une baisse de la TVA sur l'électricité. Ça coûte une fortune. Ça ne sert à rien. Le problème qu'on a, et comme sur toutes les mesures qui sont bonnes à regarder, c'est comment on finance. Moi, devant chaque plus, je veux un moins. Et donc, il faut qu'on trouve les manières de financer de potentielles baisses de taxes, de manière à potentiellement baisser les factures d'énergie. Quand le Premier ministre me demande de regarder quelque chose, en général, je le fais. Et puis, évidemment, il y a des amendements aujourd'hui parlementaires. Vous savez que la discussion parlementaire est plus importante que jamais. Évidemment, on les analyse. Alors, on voit que plusieurs options sont sur la table, que le gouvernement réfléchit, que ça va passer par le Parlement, pardon. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Mais ils vont le faire parce qu'ils n'ont pas le choix, pardon, mais il en va de notre souveraineté énergétique. Aujourd'hui, on produit en France une énergie particulièrement bon marché parce qu'on a nos centrales nucléaires. C'est formidable, hein. Sauf que cette énergie, particulièrement pas chère, elle est chargée, enfin taxée 4 à 11 fois plus que les énergies fossiles, c'est-à-dire les énergies qu'on importe de pays qui n'ont pas les mêmes standards que nous, qui sont souvent pas des démocraties, à part les États-Unis, qui sont parfois, comme on l'a fait longtemps avec la Russie, des dictatures pas possibles. Enfin, il y a un moment, bien sûr qu'il faut les baisser, ces taxes. Pardon ? Voilà, quand il dit le ministre de l'économie, oui, d'accord. Ça peut baisser, mais il va falloir financer. Eh ben, ils vont les financer. Mais ils vont les financer, ça coûtera à peu près 2 milliards. Donc, ils ont intérêt à le faire. Vous vous souvenez qui est-ce qui avait augmenté ces taxes ? C'était Bruno Le Maire. C'était le 21 janvier 2024. C'était sur le plateau du 20h de TF1. Et il avait fait pourquoi ? Parce qu'il y avait un trou dans la caisse. C'est-à-dire qu'en France, quand on a un avantage comparatif pour notre industrie, pour les particuliers, et cet avantage comparatif, on l'a grâce à nos centrales nucléaires, on le flingue. Mais combien de temps on va se tirer une balle dans le pied ? En Allemagne, vous savez, ils font exactement l'inverse. Ils subventionnent comme des dingues, en fait, les industriels pour baisser les taxes sur l'électricité. Et pourquoi ils ont une électricité très chère, les Allemands ? À cause des écolos, parce qu'ils ont fermé les centrales nucléaires et qu'ils se sont retrouvés dans les mains de Poutine, parce qu'ils étaient dépendants des énergies fossiles de Poutine. Donc il y a un moment là, bien sûr qu'il faut le faire, il a raison, Lecornu, de le faire, et sans doute c'est parce que c'est un sénateur et qu'il a les pieds dans le territoire et qui sait les industries, à quel point elles ont besoin d'une énergie pas chère qu'il le fait. Donc bravo Lecornu, allons-y, passons la première. Formidable. Sauf qu'on est plus riche. Vous oubliez quand même que, d'ailleurs, il le dit, le ministre de l'Intérieur, Lescure, de l'économie, pardon, il dit maintenant, dans chaque colonne de plus, je mets un moins en face. C'est-à-dire que là, si ça va coûter plus 2 milliards au budget de la République, de baisser ses taxes sur le kilowattheure, très bien, mais il faut trouver en face une rentrée. C'est une vraie subvention à nos industries. Ça, c'est une subvention qui vaut la peine. Vous voyez, dans toutes les aides bidons qu'on a sur l'entrepreneuriat français, ça, au fond, et que c'est même pas, en fait, c'est même pas une subvention, le fait d'arrêter de surtaxer 4 à 11 fois plus que les énergies fossiles. Ça, c'est fou qu'en France. C'est un truc de dingue. Je savais pas ça, que l'électricité, notre électricité était 4 fois plus taxée que le pétrole qu'on importe. Et il y a un contexte. Les experts le disent depuis 1 an. Tous les facteurs sont réunis pour qu'on puisse faire chuter les prix. Mais bien sûr, parce que il faut savoir que le prix de l'électricité en France est l'un des plus bas d'Europe. Pourquoi ? Parce que merci le nucléaire. Comme dit Isabelle, heureusement qu'on a le nucléaire. Qu'est-ce qui fait le prix de l'électricité très cher ? Ce sont les taxes. Et donc, ce que... Quand vous disiez on est un des moins chers d'Europe, avant les taxes. Avant les taxes. Avant les taxes. Vous savez, Avant les taxes, c'est comme... Il y a combien de taxes ? 22,5%. Quasiment un tiers. Voilà. Vous avez... Exactement. Et en commission des finances, c'est ce que va faire normalement Sébastien Lecornu, c'est ce qu'il y a de plus simple. Baisser la TVA sur l'électricité, c'est beaucoup plus compliqué. En revanche, vous avez une taxe qui s'appelle l'accise. L'accise, c'est une taxe sur le prix de l'électricité. Eh bien, en commission des finances au Sénat, ils ont dit on va baisser cette taxe. Donc normalement, le Sénat devrait reprendre la mesure qui a été décidée en commission des finances, et donc ça devrait permettre de baisser la facture de l'électricité. Mais
Le problème, c'est que vous avez là, effectivement, un manque à gagner pour l'État qui va devoir être compensé par une réduction du dépense. Voilà. Mais c'est fondamental. Pourquoi ? Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Premier ministre, vous vous souvenez, il a pris la parole lundi. On l'a suivi sur LCI à 11h15. Il avait prévenu personne. Il a pris la parole pour parler aux Français. Eh bien, dans les 6 sujets, sujets prioritaires qu'il a donné aux parlementaires pour donner un budget, un foutu budget à la France avant Noël. Il a parlé de l'énergie, parce que l'énergie, et Isabelle l'a dit, c'est un élément de souveraineté nationale extrêmement important. Et si on a un trésor en France, nous ne sommes pas le Texas, nous ne sommes pas la Norvège, mais c'est ça ? Il n'y a pas de pétrole. Nous ne sommes pas l'Arabie Saoudite, mais en revanche, nous avons, grâce à Dieu, le nucléaire. Je me prie de m'excuser auprès des écolos, certains qui nous regardent parce que certains ont évolué. Mais vive le nucléaire. On n'a pas de pétrole. Vive le nucléaire. Alors juste, a priori, ça va se faire. Vous avez raison. On a même un calendrier. Ça pourrait être visible sur votre facture dès le mois de février. Bravo. On va suivre ça de très près. Car en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous vous souvenez de cette pub des années Giscard ? C'est ce que je viens de dire. En France, on n'a pas de pétrole. Si, c'est vous qui m'avez donné. Mais remis en mémoire. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous êtes trop beau. Je pense que c'était l'agence. Enfin, ça nous a amené loin les idées. Hein. Ouais. En France, on a des hypermarchés, des supermarchés également. On va parler de vos habitudes de consommation. Qu'est-ce qui se passe ? D'évoluer, les hypermarchés, les supermarchés n'ont plus tellement la cote. On vous en parle parce qu'il y a une grosse opération commerciale en cours avec Auchan qui est avalée par Intermarché. Clap de fin sur Auchan. Hein. Clap de fin sur Auchan. Sur les supermarchés. Pas tout à fait. Mais c'est à cause de vous, mesdames, messieurs, vous n'allez plus au supermarché. Mais où allez-vous faire vos courses alors ? Où ? Vous allez tout nous dire dans une poignée de secondes. On veut des adresses. Nous avons les moyens de vous faire parler. On a les moyens de vous faire parler. À tout de suite. On fait des efforts pour être de bonne humeur, pour mettre de l'ambiance, que ce soit sympa. Et là, il y a Guillaume Woznica qui arrive. Et alors là, météo. Le moral sapé météo après. terrible. Bon, mesdames, messieurs. Merci Guillaume. Merci la météo. On fera de la raclette. Mesdames, messieurs. On fera des raclettes. Mesdames, messieurs, nous vous mettons en accusation. Vous ne faites plus vos courses comme avant. Voilà. Vous ne faites plus vos courses comme avant, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France. Du coup, ça change le paysage de nos commerces, de nos grands commerces en particulier. Il se passe beaucoup de choses du côté de chez Auchan. C'est intéressant parce que si on disait la même chose dans les années 80, mais strictement l'inverse. Les hypermarchés, c'est les grands méchants loups. Ça va tuer le commerce de proximité et aujourd'hui, vous allez les regretter. Ça, c'est intéressant. On va étudier vos changements de comportement dans ces supermarchés. D'abord, on vous parle de cette grande opération, une opération commerciale d'envergure. Vous le voyez ici. Ce sont près de 300 supermarchés Auchan qui vont devenir des Intermarchés ou des Netto. On vous explique tout avec Adrien Blétry. À la place de ces lettres rouges, 2 inscriptions possibles. Intermarché ou Netto d'ici 1 an dans toute la France. Un changement majeur dans le monde de la distribution, un peu moins pour les consommateurs. On vient là par habitude, donc en soi, je ne sais pas si ça changera vraiment grand-chose. Voilà, ça m'est égal. Si c'est la même qualité, pourquoi pas ? La bonne nouvelle pour les clients, c'est la baisse des prix annoncés dans les futures enseignes. L'objectif de ce partenariat pour le groupement Les Mousquetaires, c'est d'atteindre 20% de part de marché en France d'ici 2028. Avec un point de vente tous les 10 km, nous sommes des enseignes de proximité par excellence. Demain, par ce projet, nous pourrions le devenir davantage, mais toujours avec ce même objectif, proposer les meilleurs produits au meilleur prix au plus grand nombre. Pour Auchan, le but est de relancer son attractivité, mais ce projet inquiète les salariés. Ils sont en tout 11 000 à être concernés. Pour les syndicats, cet accord est un véritable séisme. On s'y attendait, mais alors pas du tout. On passera sous le statut Intermarché, donc on va perdre, on va perdre nos acquis, tous nos acquis. C'est très très alarmant chez Auchan ce qui se passe, très très alarmant. Dans un communiqué, le groupe Auchan indique qu'il compte créer une entité juridique dédiée pour continuer à exploiter les magasins et conserver tous les salariés. Bon, donc 300 supermarchés qui sont en difficulté, on peut l'imaginer, qui passent sous pavillon Intermarché. Les hypermarchés Auchan, effectivement, continueront d'exister, les hypermarchés, vous pourrez les voir. On l'a bien compris. C'est la guerre ? Ouais, c'est la guerre, comment ça ? C'est la guerre, ça fait 3 mois, 6 mois, il y a un système d'hyperconcentration qui sont en train de se bouffer les uns les autres. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, en fait, il y a un truc qui va se passer malgré tout pour les consommateurs demain,
c'est que ça va être à peu près 5% moins cher quand ils achèteront, parce qu'en fait, Intermarché est en gros 5% moins cher qu'Auchan. Donc, à court terme, ça va faire baisser les prix. À long terme, certainement pas, parce que comme il y a une hyperconcentration, il y aura de moins en moins d'acteurs, donc qu'est-ce que ça va donner? Mais moi, j'aimerais qu'on fasse un petit pas de côté et qu'on se fasse un petit rappel historique. Vous savez, moi, j'ai l'âge que j'ai maintenant, hélas, et donc je me souviens que quand tous les boutiques des centres-villes se sont vidées, on a dit ah ouais, c'est pas grave parce que maintenant il y a les Intermarchés, donc on a fait des structures immondes au sortir des villes et des villages. On a enlaidi la France comme pas possible en disant mais c'est pas grave, le consommateur va y gagner, ça va être merveilleux, vous allez être hyper content d'aller dans les hypermarchés. Donc on a flingué les centres-villes, on a laissé prospérer ces trucs immondes au sortir des villes et on a enlaidi la France comme jamais on a enlaidi la France. Et maintenant on va voir ces trucs qui vont faire faillite les uns après les autres. Et ben quand même, je trouve que on pourrait un tout petit peu réfléchir à long terme et se dire est-ce qu'il fallait pas dès le départ soutenir les boutiques de centre-ville, parce que là vous allez voir, hein, on n'aura plus de boutiques en centre-ville, on aura ces trucs-là qui vont faire faillite les uns après les autres. Pourquoi? Parce que la seule chose qui marche, c'est au fond la consommation à distance et c'est le Chine pour le textile, c'est pareil pour tous les trucs Amazon, Amazon pour les trucs de commander les tablettes, les portables, etc., les black market, tous ces trucs-là. Donc en fait, on va se retrouver avec un pays qui va être vide de ces commerces, alors même qu'on n'est pas capable de créer des emplois industriels. Oui, mais ça, Isabelle, il fallait effectivement anticiper les modes de consommation et les modes de vie, et c'était assez compliqué. Il faut savoir quoi, il y a quelques années, les hypermarchés, il ne faut pas confondre hypermarché et supermarché. Hein. La crise, elle est dans les hypermarchés. Et pas seulement. La crise, non mais, supermarché, la grande crise, c'est les hypermarchés. C'est la grande crise de la France des années 70 et 80. Vous vous souvenez la révolution de l'hypermarché, fin 60, début 70, consommation de masse, le rêve automobile, à l'américaine, l'essence n'est pas chère, début des années 70, on est avant le krach pétrolier. Vous voulez entendre quelques Français de l'époque? On les écoute. Alors, 1989, souvenez-vous. Je trouve dommage de plus aller dans les petits magasins parce que y a un contact qui n'existe pas dans les grands magasins. Mais les grands magasins, il y a tout, c'est plus rapide, c'est moins cher et voilà. D'abord parce que c'est moins cher. Hein. On trouve de tout sur place, pas besoin de se déplacer plusieurs fois. Il y a le parking, il y a la gentillesse des employés, il y a le choix, il y a tout. Voilà, il y avait cette guerre quand même. Et c'est passionnant, c'est passionnant, vous voyez les arguments, il y a le choix de tout. Aujourd'hui, c'est pas le choix de tout que veulent la plupart des consommateurs. C'est des produits de qualité, moins de produits proposés, mais de qualité, où on sait. Attendez, chez Chine, c'est des produits de qualité, on parle de l'hypermarché agroalimentaire. Là, moi je parle de l'hypermarché agroalimentaire. Mais je parle pas de l'aliment. Mais attendez, je finis juste. Et on se retrouve là avec effectivement un mode de consommation qui est aujourd'hui très différent. C'est-à-dire qu'on ne veut plus prendre sa voiture, l'essence est très cher, on veut plus prendre sa voiture pour aller, on est écolo, pour aller à 20 km faire ses courses. On préfère le supermarché de centre-ville, avec des gens qu'on connaît, avec des produits, on connaît la provenance, et non plus ce grand modèle de la France des années Giscard et des années Mitterrand, où le samedi, c'était l'occupation principale. On prend sa bagnole, on va dans l'hypermarché et on fait des économies. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les économies, on les fait dans les hypermarchés et évidemment sur Internet. Ces modèles-là d'hypermarchés sont condamnés à disparaître. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Quand vous dites on préfère les modèles de centre-ville, on les bobos qui avons la chance de vivre en métropole. Ah bah si, hein, c'est on. Et quand vous Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, c'est pas les bobos. Regardez le vote écolo et vous verrez qu'il n'y a que dans les petites dans les métropoles. Donc on parle bien des bobos, des CSP+, il n'y a que ceux-là qui peuvent se permettre de vivre en ville. Donc c'est ce on-là, c'est nous, hein, d'accord, j'entends. Après, quand vous me dites la question c'est la qualité, non, en fait la question c'est le prix, et le prix bas aujourd'hui il est plus là-dedans, en fait il est sur Internet. C'est Chine, c'est tout ce modèle-là. Et donc le problème c'est qu'on a foutu en l'air en France toute notre industrie parce qu'on a penser que tout se passerait dans le commerce et que le commerce aussi est en train de disparaître. Et qu'aujourd'hui, un Chine, par exemple, il n'a même pas besoin qu'on s'oppose à lui parce que même la Poste, il le fait lui-même. Ils sont en train d'investir dans un concurrent de la Poste et ça pèse à peu près 20% du marché. Ils sont pas encore dans la bouffe. Non, mais donc, Isabelle, ils sont pas encore dans la bouffe. Jusqu'à quand, hein? Là, on parle de la bouffe et des boissons quand même. Nivine Potros nous a rejoint. Nivine, est-ce qu'on parle là de la fin d'un modèle? Complètement. Ces dernières années, les Français, ils ont
totalement changé la manière dont ils faisaient leurs courses. Fini les heures passées à déambuler dans les allées des hypermarchés. Les Français veulent d'abord que ça aille vite, mais surtout, ils veulent payer le moins cher possible. Résultat, eh bien, ils fréquentent de plus en plus d'enseignes. 9 magasins en 2024 contre 6,5 en 2021. En fait, attendez, vous êtes en train de me dire qu'en 3 ans, un Français lambda va dans 3 magasins supplémentaires. De plus. Il va par exemple acheter ses fruits et légumes à Lidl, les conserves à Leclerc, la viande chez Carrefour, les pâtes chez Netto. L'idée derrière ça, c'est évidemment d'économiser le plus possible pour ne pas trop subir l'inflation. Les Français n'hésitent pas non plus à aller dans les magasins à très bas prix ou les solderies type Action, type Nose, où les Français vont acheter notamment de l'alimentaire. Près de 200 magasins à bas prix ont ouvert. Rien que l'année dernière, 200 magasins supplémentaires en un an. Les Français, ils y achètent quoi? De l'alimentaire, mais aussi des produits d'hygiène. Pourquoi? Parce que dans les super et dans les hypermarchés, les réductions, c'est moins 34% au maximum. Or, dans ces magasins à bas prix, eh bien, on peut acheter du gel douche, du shampoing, bradé. Et ça, forcément, les Français, ils apprécient. Ils continuent de plébisciter les enseignes qui sont ultra spécialisées, comme Picard par exemple ou Grand Frais, qui restent des anciennes vraiment dont les Français sont très attachés. Et puis pour gagner du temps, ils vont de plus en plus récupérer leurs courses via le drive. Vous savez, on vient directement vous déposer vos courses dans le coffre. 11 milliards de chiffre d'affaires pour le drive l'année dernière. Ça représente une augmentation de 6% en seulement un an. Résultat, eh bien, les supermarchés traditionnels, eh bien, ils ferment. L'année dernière, ce sont 179 supermarchés qui ont mis la clé sous la porte, sans parler évidemment des supermarchés Auchan qui changent donc de pavillon. Les hypermarchés, ceux qui mesurent plus de 2500 mètres carrés, eh bien pour l'instant ils se maintiennent, notamment Leclerc qui est vraiment le leader avec quasiment un quart des parts de marché. On retrouve Intermarché et Super U qui se portent également bien. Les chiffres d'affaires, ils sont stables, mais ils n'explosent pas ces dernières années. Ils ont plutôt tendance à la ralentir, à stagner. Les experts sont unanimes. Les enseignes historiques sont en train de perdre du terrain au profit donc des magasins à bas prix et des solderies type Action, Nose et autres. On est avec Grégory Carret, les amis, il est directeur de l'Observatoire de la consommation de UFC Que Choisir. UFC Que Choisir, je le dis, je le répète tout le temps, grande maison. Hein. Vous savez que c'est pas un magazine comme les autres. Hein. C'est un magazine qui est pas financé par la publicité, il n'y a pas de pub, et c'est vraiment la vraie défense des consommateurs à laquelle ils sont fidèles depuis des années. Bon, Grégory Carret, merci d'être avec nous. Après cette petite minute de pub que vous méritez bien, je voudrais que vous nous disiez ce que vous avez perçu, senti, enquêté sur les comportements des Français qui font leurs courses alimentaires, mais de manière générale. On pensait qu'on était dans l'ère des supermarchés, Grégory, qu'on était dans l'ère des hypermarchés, que tout avait été écrasé, c'était le petit commerce des centres-villes, etc. Tout était mort. On pensait qu'ils étaient ultra dominateurs, des empereurs du commerce, mais pas tant que ça. On voit qu'ils ont leur fragilité aussi, hein, et que les Français bougent, Grégory. Et effectivement, les choses bougent énormément, tout bouge. Alors, les grandes surfaces alimentaires, elles se sont développées à l'origine sur l'épicerie. Et la promesse, effectivement, de rayons d'épicerie assez larges. Et elles ont de plus en plus offert un service élargi pour vraiment capter le consommateur. Et vous avez raison, vous l'avez dit, ça a été au détriment du petit commerce des années 80. Il y avait beaucoup plus d'enseignes. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Donc, il y a une double concentration. Ils ont concentré l'activité d'autres secteurs. Et en plus, à l'intérieur de ce secteur, ça s'est de plus en plus concentré. En revanche, il n'y a que d'autres commerces sur le rayon alimentaire. Sur le rayon alimentaire, il reste quand même la destination privilégiée de 4 Français sur 5. C'est sur le rayon non alimentaire.
Attendez, Grégory, on va vous rappeler parce qu'il y a un petit sujet technique. Le son n'est pas très bon. Grégory, on va vous rappeler. Le son n'est pas très bon. C'est dommage, je vais pas me passer de la compétence voilà. Nos ingénieurs du son vont réparer ça. C'est très intéressant ce qu'il dit parce qu'en fait, c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Renaud. Il dit en fait, c'est sur le non alimentaire que ces magasins faisaient leurs chiffres en fait. Sur la consommation, les prix alimentaires, les prix sont tirés vers le bas de plus en plus. Donc c'est sur le non alimentaire. Le non alimentaire, ça peut être l'informatique, ça peut être les textiles, ça peut être l'électroménager. Or, ils sont à la fois concurrencés par des enseignes type Boulanger, Darty, etc., qui ont leur propre la Fnac, voilà, et en plus par Internet. Donc, si vous voulez, là où ils faisaient au fond du chiffre d'affaires, là où ils faisaient des bénéfices, là où ça rapportait, ou par Chine pour le textile, ils sont complètement fichus. Et moi, je l'ai vu aussi au moment où on s'est retrouvé à essayer de vendre des livres dans les grandes surfaces. Parce qu'en fait, on a eu de plus en plus de grandes surfaces qui nous ont dit mais on veut pas des livres parce que c'est compliqué à vendre, parce que ça prend beaucoup de place, alors qu'avant, ils considéraient que c'était important et qu'ils faisaient leur chiffre d'affaires dessus. Donc, si vous voulez, on voit bien, ils veulent faire de moins en moins d'autres produits. Ils restent sur la nourriture. La nourriture, et il n'y a pas de marge, et du coup, ils ferment. Mais si vous voulez, ça raconte quand même un modèle de société où on s'est vraiment arc-bouté autour du consommateur, plutôt que de se poser des grandes questions sociétales comme l'industrie, comme le vivre ensemble. Isabelle, vous avez raison. Et si on se place dans la France de 2030, 2040, 2050, qu'est-ce que développe aux États-Unis Walmart? Walmart, c'est des grandes supermarchés. Immense groupe de supermarchés et d'hypermarchés américains, l'un des premiers au monde. Walmart, c'est un empire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de développer? La livraison par drone des courses. Génial. La livraison des drones. Regardez les vidéos, c'est déjà en place. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le grand monde américain, c'est exactement ce qu'on dit. Les années 70, 80, c'est le monde de la bagnole. On prend sa bagnole, on fait le plein, ça coûte pas cher. Et puis c'est sympa, on va 4-5 heures à l'hypermarché. C'est la, comment on appelle ça? C'est la distraction du week-end pour la famille. Tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, les enfants, ils vont plus au supermarché, ils sont devant leur console de jeux ou autre chose, où ils font du sport. La mère ou le père de famille, ils ont plus envie du tout de passer 4 heures au supermarché, à l'hypermarché, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est mode? C'est la vente en ligne et c'est la vente à distance et c'est on vous amène chez vous votre nourriture. Mais on a changé de grand méchant loup. C'est ça. On a changé de grand méchant loup. Mais je sais pas si c'est grand méchant loup. Si, elle a raison, Magali. Maintenant, c'est Chine, le grand méchant loup. Il est à distance, il est en Chine, il produit pas cher, et il livre directement, et il est devenu lui-même la poste. Je suis d'accord que Chine, c'est un immense problème, mais sans être obsédé par Chine sur les vêtements, je considère que, effectivement, il faut préparer la France dans 15 ans. Eh bien, la France dans 10, 15, 20 ans, ça sera sûrement comme aux États-Unis en région, des gens qui se feront livrer leur caisse de courses par drone, et là on est vraiment dans des villages. Faut regarder aux États-Unis ce qui se passe. Il y a des villages américains qui sont totalement désisolés parce que désormais les courses, elles arrivent par drone. Donc on revient peut-être au commerce de proximité. Voilà. Dialogue, choix du produit, local. Environnement, climat et la grande bouffe de l'hypermarché, effectivement. Et dernière chose, il y a Costco. Vous connaissez Costco? L'américain, incroyable, puisqu'on cite plusieurs marques, on a le droit. Costco, vous adhérez dans un magasin, une petite adhésion de 15-20 euros par an, et ils vous signalent des promotions de dingue sur des marques de luxe. Vous connaissez ça? Avec des bouteilles de champagne qui sont à moins 80%, des chocolats de Noël de marques extraordinaires qui sont absolument pas chers. Donc c'est ça aussi la révolution. L'hypermarché s'est pas mis à ça. Les Américains sont beaucoup plus innovants. Donc l'érosion qu'on voit là à l'œuvre, elle va se confirmer les prochaines années. Ça change. Évolution de vos modes de comportement quand vous faites vos courses, qui a un impact direct sur le tissu commercial de la France. Et l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire. Voilà, ça c'est un autre sujet. Parce que vous verriez ma préfecture adorée, Auch, préfecture du Gers, vous verriez ce centre-ville de la capitale de Gascogne. Eh bien, vous avez une espèce de gang tout autour, gang G-A-N-G-U-E, une bogue de 1, 2, 3 kilomètres d'entrepôts, moche. Pour certains qui sont désaffectés d'ailleurs, puisque une marque va reconstruire un autre entrepôt un peu plus loin. Et vous avez ces amas, d'entrepôts commerciaux, qui sont des amas de ferraille épouvantables et qui ont rendu les abords de nos villes, petites communes rurales, villes moyennes et grandes villes, l'enlaidissement de la France. On a laissé faire l'enlaidissement de la France et maintenant, en plus, ça va faire faillite les uns après les autres. Bon,
Mesdames, messieurs, on va maintenant parler d'une initiative des sénateurs socialistes. Vous savez que quand on est de gauche en France, pour faire gauche, il faut dire du mal des riches. Ça, c'est un truc. François Mitterrand, au congrès d'Épinay en 1971, avait parlé de l'argent. La présidentielle François Hollande avait dit « j'aime pas les riches, j'en conviens ». Voilà. Et là, maintenant, les sénateurs socialistes sont en train de vouloir remettre en place un emprunt forcé. On forcerait les contribuables les plus aisés de France à emprunter de l'argent, n'est-ce pas ? Ça donnerait le donner à l'État. Le donner à l'État. Donner à l'État, n'est-ce pas ? L'État emprunte. C'est ça. L'État emprunterait de l'argent aux contribuables les plus aisés, qui lui rendrait à taux zéro. Vous avez bien compris. Mais non rémunéré surtout. Non rémunéré. Je suis tombé de mon tabouret ce matin. Ouais. Alors, c'est Les Échos qui a sorti ça. Je suis tombé de mon tabouret. Ouais. Voilà, c'est une idée donc des sénateurs socialistes. Il semblerait que cette idée soit pas totalement farfelue et qu'on en parle un petit peu au plus haut niveau de l'État. Nivine Potros va tout vous expliquer. Prenez votre bloc-notes, votre petit stylo, prenez des notes. Ça vous concerne peut-être. Alors effectivement, ce sont plusieurs sénateurs socialistes qui proposent quoi ? Eh bien tout simplement que l'État emprunte, ou plutôt ponctionne, pour être tout à fait précis, une partie de l'épargne des Français les plus aisés et qu'elle ne rende cet argent qu'en 2031. Ce qui veut dire que les plus aisés seraient obligés, je répète, obligés de prêter de l'argent à l'État. C'est un emprunt forcé pour une durée de 5 ans. Le tout, évidemment, sans percevoir le moindre euro en retour. Et attention, c'est obligatoire. En cas de non-souscription, vous risquez une majoration, puis dans un deuxième temps, un recouvrement forcé. Alors, évidemment, tous les Français ne seraient pas concernés, seuls les plus aisés, plus précisément les contribuables dont le revenu imposable dépasse 1 million d'euros et qui ont également 10 millions d'euros de patrimoine. Ça fait environ 20 000 foyers et ça permettrait quoi ? De récupérer 5 à 6 milliards d'euros par an. Mais alors attention, c'est pas des recettes, c'est un emprunt, donc il faudra à un moment ou un autre rendre cet argent et dès 2029 parce que est précisé dans le texte que les contribuables qui ont prêté à l'État, finalement, ils pourraient demander avant la fin des 5 ans de récupérer leurs biens, donc dès 2029. Alors Renaud est tombé de sa chaise ce matin. C'est déjà arrivé en France. Ouais. Mais oui, si Renaud se souvient, en 1983 précisément, le Premier ministre Pierre Mauroy lance un emprunt obligatoire. C'était rémunéré. Exactement, c'est la grosse différence. C'est la grosse différence. C'est vraiment pas pareil. À l'époque, c'était tous les contribuables qui devaient payer 5 000 francs d'impôts. L'État s'était engagé à leur verser 10% d'intérêt. Isabelle, vous avez raison, c'est évidemment énorme. Ça avait permis de récupérer 14 milliards de francs. Et puis, au bout de 2 ans, l'État avait rendu avec 10% d'intérêt. Les contribuables, finalement, ils n'avaient pas perdu grand-chose. C'est cet emprunt, l'emprunt Mauroy, qui a inspiré d'ailleurs les socialistes. Dans l'amendement qu'ils ont déposé hier, il y a une référence directe à l'emprunt Mauroy. Il s'agit de proposer un emprunt à l'image de l'emprunt Mauroy. Et ces sénateurs, évidemment, ils se justifient parce que pourquoi proposer de ponctionner l'argent des plus riches ? Tout simplement que selon eux, les plus fortunés contribuent proportionnellement moins au pacte social et au financement de la nation que les plus modestes. C'est vrai que dit comme ça, l'intention est louable, mais il reste quand même quelques questions qu'on pourrait se poser. D'abord, quid évidemment du consentement ? Est-ce qu'on leur demanderait leur avis ? Visiblement non. En tout cas, c'est pas précisé dans l'amendement. Quid également de l'inflation, puisque si d'ici 10 ans, l'inflation augmente bien, la personne, elle va perdre mathématiquement de l'argent. Et puis, autre question, peut-être la principale, est-ce que c'est légal ? Pas sûr non plus. Du côté de Bercy, selon nos confrères des Échos, on n'est pas forcément très favorable à une telle mesure. Bon, et voilà. C'est génial, non ? Mais en fait, ils ont inventé un truc, les socialistes, c'est l'empro, c'est-à-dire l'emprunt impôt, en fait. C'est de la spoliation, c'est absolument... Mais c'est ça, L'empro, c'est l'emprunt impôt, ça n'existe pas, en fait. Non, mais franchement, oui, si vous voulez. Mais c'est un truc de dingue, ça n'existe pas, en fait. C'est-à-dire dire aux gens, en fait, vous êtes riches, et vous savez, comme vous êtes riches, vous êtes un peu coupable, donc on va vous piquer votre pognon, on vous donnera pas un seul rond de rémunération. Donc de toute façon, c'est pas ils vont perdre quand ? C'est à partir du moment où on vous rémunère pas votre argent, vous perdez chaque jour qui passe. Et puis en plus, nous on avait Patrick Caner ce matin sur l'antenne de RTL, donc le sénateur PS, et il était extraordinaire. Donc le journaliste lui demande, et vous savez combien de gens ça va toucher ?
Ouf, bah non, on n'a pas encore vraiment calculé, on sait pas trop, mais quand même c'est bien si ça peut éviter à la masse des gens de devoir payer des impôts et de taper que sur les riches. Et là, je me suis dit, Patrick Kanner, qui était censé être l'un des hommes les plus fins quand même chez les socialistes, qui en est à ce niveau de démagogie, c'est extraordinaire quand même. Parce qu'on sait que tout ça va partir au fond des poubelles, en fait, ça ne peut pas marcher, ce truc-là. C'est juste une proposition démago de plus. Vous voyez, vous disiez, les sénateurs sont extraordinaires. Eh ben, ils s'y mettent, ils sont comme les députés. Ils sortent aussi des trucs bien démagos pour pouvoir faire populiste et pouvoir dire aux gens, mais vous inquiétez pas, madame la marquise, on va pouvoir claquer tout le pognon, on va raser les riches et ils vont se laisser faire. C'est dingue. Dingue. Ouais. Une folie. Patrick Kanner, qui est d'ailleurs à l'origine de cet amendement, il faut le signaler. C'est l'un des 3 sénateurs qui signe donc cette mesure. Exactement. Non, mais alors, ce matin, lorsque j'ai lu l'excellent journal Les Échos, et que ce sont les Échos qui effectivement ont sorti cette pépite, ces amendements, dont notamment est signataire le président du groupe socialiste au Sénat, c'est pas, et j'ai beaucoup de respect pour eux, c'est pas un conseiller municipal qui a 19 ans et qui n'a jamais fait d'économie. C'est le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, proche de François Hollande. Lorsque j'ai vu ça ce matin, j'ai eu une pensée très émue pour Philippe Aghion. Philippe Aghion, notre prix Nobel d'économie, lorsqu'il a regardé les débats à l'Assemblée depuis 1 mois et demi, 2 mois sur le budget, et c'est vraiment quelqu'un de formidable, Philippe Aghion. Il est absolument pas, il est très généreux, il est très empathique, mais il n'a pas pu s'empêcher de dire, vous savez, le niveau de culture économique de la plupart des parlementaires français m'a effondré. Le niveau de culture économique. Et ici, sur ce plateau, on en parle tout le temps. Mais comment ces sénateurs socialistes ont pu proposer ce que Pierre Mauroy, en 83, n'avait pas osé? On est, Éric et Magali et Isabelle, en 2025. Il a raison. 25 plus 17, ça fait combien? Ça fait une cinquantaine d'années. Pierre Mauroy, en 83. Non, 25 plus 17, ça fait pas 50. Oui, ça fait 40. C'était il y a 42 ans. 42 ans. Eh bien, on se retrouve là avec un emprunt non rémunéré. C'est donne-moi ta montre et je vais te donner l'heure. Donne-moi ta montre et je vais te filer l'heure. Et donc, on se retrouve là avec une mesure qui, effectivement, n'arrivera jamais. Totalement démagogique, impensée, non détaillée, et qui se retrouve là avec, effectivement, un mécanisme de spoliation qui va tuer une très belle idée qui pourrait être l'emprunt patriotique. Parce qu'effectivement, si on savait où va la dépense publique, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de Français, des classes moyennes, même des classes populaires, mais surtout les gens les plus riches, qui effectivement pourraient dire, comme je sais à quoi chaque euro d'impôt y sert, eh ben moi, je vais aider à donner plus d'argent aux policiers, aux gendarmes, à donner plus d'argent à l'armée, à donner plus de l'argent aux profs. C'est ça l'emprunt patriotique. Si on avait une classe politique vraiment laborieuse, courageuse, on pourrait le faire. Mais là, un emprunt obligatoire non rémunéré, mais c'est incroyable. Alors, regardez, j'ai pas cru ce matin. J'ai cru que c'était le 1er avril, moi. On écoute juste Roland Lescure. Ce matin, il était sur France Inter, c'est ça? Ouais. Roland Lescure, je le dis à ceux qui n'ont pas réactualisé leur logiciel, c'est votre ministre de l'économie. Ça bouge beaucoup par les temps qui courent. Écoutez-le sur ce sujet. Que des socialistes soient nostalgiques des années Mitterrand, je le comprends. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était le gouvernement Mauroy en 83. Qu'on puisse examiner toutes les formes, allez, je dirais, créatives, innovantes de financement de la dette de l'État, pourquoi pas? Mais attention, aujourd'hui, je n'ai pas de problème de financement. Je ne compte pas en avoir l'année prochaine non plus. Un prêt à taux zéro, ça vous intéresse pas? Surtout s'il est forcé, je pense que ça donnerait pas forcément un message très positif. C'est génial. Il y a toujours cette illusion. Il se retient, Roland Lescure. Ouais, il se retient. Il est obligé d'avoir un accord avec les socialistes et à faire bon ami en ce moment, mais franchement, s'il disait ce qu'il pense, je pense, ça sera la gâchette. Hein. Il y a toujours cette illusion que si on fait payer le sale riche, l'immense majorité des Français, des classes moyennes et des classes populaires, comme on dit, va en profiter. Va éviter. C'est ça. Donc faisons payer. Donc c'est assez schizophrénique finalement. Comme on est tous un petit peu lâches, on se dit, écoutez, oui, ça serait bien, au nom de patriotisme fiscal, oui, ça serait vachement bien, que les riches payent, hein, comme ça, nous, on paierait pas, mais voilà. Donc, je tiens à dire quand même, ça a été dit tout à l'heure par Pascal Perry, on est dans des seuils, quand vous regardez les 10% de Français les plus riches, on est sur des 43, 44%
de prélèvement obligatoire, hein, donc c'est-à-dire avant la contribution exceptionnelle. Ça monte à 60. Ça monte à 60. Mais la théorie du ruissellement en France, c'est le ruissellement de l'impôt. Hein. Il y a le ruissellement de l'impôt. Mais ce que je trouve, franchement, je pense que vraiment Patrick Caner est un homme très brillant. Quand je l'ai entendu ce matin en train de dire on n'a pas chiffré, on ne sait pas combien de gens ça va toucher, ça évitera la majorité des gens, comme l'a dit très bien Eric, de payer les impôts. Je me suis dit, c'est pas possible d'être à ce niveau de démagogie. En fait, c'est pas possible. Il a fait un pari avec un ami sénateur, c'est un pari, je pense. Mais c'est pas possible, en fait, parce que ça démonétise la parole publique, en fait. Et l'emprunt patriotique. Ils ont l'air de tocards, en fait. Et c'est quand même pas possible d'avoir l'air de tocard à ce point-là. Maintenant, moi, je trouve très intéressant ce que vous dites sur l'emprunt patriotique. Parce que quelque part, ça raconte aussi quelque chose. Ça raconte qu'ils se disent que bientôt, la France va se retrouver en compétition avec quels emprunteurs? Avec les Allemands, qui vont emprunter énormément pour refaire leur industrie de l'armement, et que peut-être nous, vu l'état de notre compte, vu l'état de nos politiques, on aura beaucoup plus de mal qu'avant à emprunter. Et au fond, cette espèce de spoliation des riches, ça donne un petit côté, vous savez, comme on n'arrivera pas à emprunter, on va raser gratis chez les riches, et ce sera déjà ça qu'on va avoir. Et ça raconte quand même l'état de nos politiques, l'état du pays, l'état de la France. Parce qu'en fait, c'est le plan B. C'est le plan B des socialistes après le rejet de la taxe Zuckman, non ? Non, mais c'est le plan B comme bêta. C'est le plan B comme bêta, parce que c'est extrêmement bêta de proposer ça. Et le problème, je vais vous dire, c'est que je mets un peu d'humour pour essayer de faire passer la pilule de cette idée absolument ridicule et abrutie, c'est ça, oui, abrutie. On se retrouve là avec, dans le débat public, c'est mis par 3 ou 4 sénateurs socialistes. Moi, je vais m'intéresser de savoir si dans les heures qui viennent, c'est repris par la direction du Parti socialiste. Est-ce que Olivier Faure et Boris Vallaud, le patron du groupe à l'Assemblée, vont reprendre à leur compte cette idée? Est-ce que cette idée serait dans le programme présidentiel d'un candidat socialiste? Ce matin, François Hollande, interrogé par des confrères, lorsqu'on lui a soumis l'idée, il a dit: oui, en ce moment, il y a beaucoup d'idées, on peut regarder, vous savez, c'est des idées. Mais évidemment, François Hollande n'a pas dit qu'il était pour. Il doit se pincer, François. Mais il doit se pincer. Et pourtant, Patrick Caner est un ami de François Hollande. Donc je ne sais pas s'il se SMS avant de lancer des idées. Mais des sénateurs socialistes proposent ça. Beaucoup de gens vont entendre dire: ah tiens, ça va arriver. Donc c'est le gouvernement, donc c'est toute la classe politique, et ils vont se dire maintenant il va y avoir un emprunt forcé. Et les gens vont pas forcément retenir que c'est pour les super riches, ils vont retenir que c'est pour les classes moyennes. Oui, mais Renaud Pilat, ça décourage. Ça décourage les gens sur le débat public. La question, elle n'est pas sur le fond, au fond. Le sujet pour le Parti socialiste, c'est de l'affichage. Il faut faire gauche. Il faut montrer à la France insoumise, au Parti communiste, aux écolos, qu'on est toujours de gauche. Exactement. Et pour faire toujours de gauche, il faut faire comme Mitterrand au congrès d'Épinay en 71, qui avait dit l'argent qui corrompt, comme François Hollande en 2007, qui avait dit j'aime pas les riches, j'en conviens. Pour faire gauche, il faut taper sur les riches. Peu importe que ce soit judicieux ou pas, que ce soit valable sur le plan fiscal et cohérent ou pas, ce que veulent aujourd'hui les socialistes, c'est de l'affichage. Regardez, on est de gauche. La preuve, on n'aime pas les riches. Pas tous. Voilà, si ça vient de Patrick Caner, dont vous venez vous-même de dire que c'est quelqu'un de sérieux, franchement, ils savent très bien. Partenaire de François Hollande, si ça vient même d'eux, c'est-à-dire de l'aile droite entre guillemets du Parti socialiste, c'est qu'effectivement, Éric Brunet a raison. Ils ont besoin de se refaire la cerise en ayant l'air de gauche. Oui, mais vous savez, quand tous les riches François Hollande ne l'a pas soutenu ce matin, cette proposition. Quand tous les riches de ce pays seront partis et feront de l'évasion fiscale, je ne sais pas comment on va se retrouver en fait. Si vous ne laissez pas qu'on ait vraiment envie de les défendre. On verra ce que dit le gouvernement. Il y a pas de proposition. Breaking. Il y a des socialistes réformistes. On est mercredi. Question d'actualité au gouvernement. Ça se passe à l'Assemblée nationale et le Premier ministre est interpellé sur les prix de l'énergie. C'est au Sénat. Est-ce que les prix vont baisser dans les prochains mois? Écoutez. 36% des ménages français déclarent avoir souffert du froid l'hiver dernier parce qu'ils ont dû réduire leur chauffage faute de pouvoir payer la facture. Du côté de nos TPE-PME, même constat. Le choc énergétique est tel que nos entreprises sont forcées d'augmenter leurs tarifs et de réduire leurs effectifs pour survivre. Certaines stoppent même tragiquement tout nouvel investissement. Le prix de l'énergie est un élément clé pour la dignité sociale de chacun de nos concitoyens, comme pour la compétitivité économique de nos entreprises. Alors, allons-nous laisser les ménages inquiets et notre tissu productif se dégrader sans rien faire? Avec le groupe Horizon Indépendant, nous voulons donner de la perspective, de la visibilité à nos concitoyens comme à nos entreprises. Avec notre collègue Henri Alfandari, nous défendons une reprise en main du prix de l'énergie et une stratégie énergétique de long terme qui puisse offrir de la clarté aux consommateurs, aux producteurs et aux fournisseurs.
Afin de lutter contre ces fluctuations tarifaires, vous avez indiqué à la presse avoir confié au ministre Roland Lescure le soin de travailler à différents scénarios permettant une baisse significative du prix de l'électricité. Si nous accueillons favorablement cette annonce, pouvez-vous nous préciser quelles sont les options sérieusement envisagées? Et puisqu'il y a urgence, comment ces mesures seront concrètement intégrées au projet de loi de finances pour 2026? Je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Christophe. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président Paul Christophe. Je pense que la question énergétique va nous occuper beaucoup dans les temps qui viendront, et c'est pour cela que j'ai souhaité que, dans le cadre des consultations politiques qui vont démarrer dans les tout prochains jours avec les différentes formations politiques, on puisse avoir un point de rencontre sur cette question de l'énergie, parce qu'on le voit bien, initiative parlementaire, propositions de loi diverses et variées, dépôt d'amendements, vous avez rappelé vous-même l'action des membres de votre groupe sur ce sujet, c'est vrai dans les deux chambres. Hier, la ministre Agnès Pannier-Runacher posait une question au gouvernement, une tribune a été co-signée, une tribune transpartisane a été publiée, ces derniers jours, et on voit bien au fond que parce que question industrielle, parce que question souveraineté, parce que question écologique, aménagement du territoire, et vous l'avez dit, pouvoir d'achat des Françaises et des Français, on voit bien qu'on a besoin de se poser l'espace d'un instant sur cette question, et donc les concertations vont nous permettre d'avancer. Ça veut dire aussi qu'on a plusieurs éléments qui doivent nous guider dans les temps qui vont venir. Le premier, c'est la sincérisation de notre stratégie de consommation. Un rapport d'RTE est à attendre, et cette question de notre stratégie de consommation est non sans lien avec notre stratégie industrielle. C'est pour ça que c'est le ministre Lescure, qualité ministre de l'énergie, mais aussi ministre en charge des questions industrielles. On va devoir aussi se projeter dans les années qui vont venir, y compris avec la question évidemment de la consommation liée au data center, la question aussi de l'électrification d'un certain nombre d'usages. Nous sommes encore trop dépendants des énergies fossiles, et donc ça pose cette question que le débat allemand a amené ou un tout petit peu importé ici dans le débat national français, mais et nous dans tout cela au moment où le chancelier a fait un certain nombre d'annonces. Et nous dans tout cela, heureusement nous avons le nucléaire et nous avons un prix de l'électricité qui fait partie des moins chers d'Europe. Et donc pour les électro-intensifs, et notamment sur le haut du spectre de nos industries, même avec les mesures allemandes, nous restons plus compétitifs sur le terrain énergétique. Mais très vite, la question est apparue dans les débats parlementaires, dans les expressions publiques, de celles et ceux qui ne sont pas électro-intensifs. PME, l'exemple de nos boulangers souvent d'ailleurs est cité en exemple particulier. Et je pense que pour le coup, stratégie de consommation pluriannuelle, macro en quelque sorte pour le pays, en planification, davantage de stratégie micro pour les accompagner, ça je pense que c'est un premier axe de débat. La deuxième des choses, il y a une approche aussi environnementale, la question de la sobriété, la question des C2E qui ont occupé déjà un certain nombre de débats. Je ne veux pas être trop long, mais enfin en tout cas c'est la famille de la consommation sur laquelle je souhaite effectivement avancer. Donc j'ai donné mandat au ministre de l'économie et des finances de faire des propositions sur ce sujet. Il y a un enjeu pour les finances publiques. On le sait tous, et on se rappelle que d'ailleurs, si on a cette situation actuelle en matière de déficit public, c'est parce qu'il y a eu le bouclier énergétique dans le passé, donc il convient de trouver une disposition qui fonctionne et qui corresponde à un réel besoin. La deuxième des choses, c'est évidemment la sincérisation de notre stratégie industrielle. Alors vous en savez quelque chose, nucléaire, vous qui êtes le député, l'heureux député de Gravelines, et qui doit avoir prochainement des décisions importantes évidemment sur le nouveau nucléaire, avec là le mandat qui a été donné au nouveau PDG d'EDF, avec cette stratégie pluriannuelle qui nous conviendra de préciser encore dans les temps qui viendront. Même chose pour les énergies renouvelables, notamment avec les filières ENR nationales et souveraines, puisque ça y est, enfin, on commence à avoir des capacités qui sont françaises, c'est le Normand que je suis qui vous le dit, et qui nous permettent quand même de regarder un tout petit peu cette trajectoire industrielle, là aussi, de manière un peu différente. Puis dernier point, évidemment la question des Outre-mer et de la corrélation avec nos grandes ambitions climatiques, et Outre-mer, plus la question évidemment de la Corse, je le dis pour votre voisin immédiat, le ministre Marcangeli, où là on le voit bien, on a une PPE en discussion, en cours de travaux qui est hexagonale,
Mais derrière, la stratégie nationale doit englober évidemment les territoires insulaires ou non interconnectés. Et là, on le voit bien, on est en train de prendre du retard sur ces territoires dans lesquels la décarbonation est une attente très forte, l'autonomie énergétique est une attente très très forte, et sur lequel je serai amené peut-être à préciser un certain nombre d'éléments de stratégie dans les temps qui viendront, parce que nos ambitions, elles sont nationales et internationales, et donc par définition, elles ne doivent laisser aucun territoire de côté. Et puis enfin, la question de l'hydroélectricité, c'est la proposition de loi des parlementaires Battistel et Bolo. Des années de discussion avec la Commission européenne, beaucoup de vallées attendent un certain nombre de décisions, et donc je souhaite que cette proposition de loi puisse être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en sortant du Conseil d'État le plus vite possible, c'est-à-dire à la fin du mois de janvier, parce qu'on le voit bien aussi dans la question énergétique, beaucoup d'autres sujets sont à venir. Voilà, Madame la Présidente, pardon d'avoir été long, mais ça me permet de clarifier le débat à venir sur la question énergétique qui va nous occuper dans les prochaines semaines. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Voilà la réponse de Sébastien Lecornu sur une possible baisse de la facture d'électricité pour les Français. C'était une réponse extrêmement détaillée, extrêmement technique également, mais ce qu'on comprend en substance, c'est qu'il y a consensus sur le sujet et qu'a priori, il y aura bien cette baisse dans les prochains mois. Donc, mesdames, messieurs, voilà, on n'a pas hésité à casser notre émission, dont vous le savez, c'est une information qu'on a pris en direct, baisse de votre facture d'électricité dans les prochains mois. Certains disent février. On va suivre ça de près. En tout cas, la baisse semble validée. Christian Saint-Palais, avocat au barreau de Paris, ancien président de l'association des avocats pénalistes, nous a rejoint. Alexandra Guillet, journaliste police-justice d'LCI TF1, nous a rejoint. Isabelle Saporta, Renaud Pila sont toujours là. Si vous êtes là, ça n'est pas pour parler de l'influence des rayons gamma sur le développement des marguerites, mais bien d'une information qu'on vient d'apprendre à l'instant de la part de la Cour de cassation. Que se passe-t-il dans l'affaire Big Malion et Sarkozy ? Big Malion, vous le savez que Nicolas Sarkozy avait été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Eh bien, cette décision est confirmée aujourd'hui par la Cour de cassation. Ça veut dire que l'ancien président de la République est définitivement condamné dans cette affaire. C'était le dernier recours en France. Cher maître, c'est le dernier recours. Donc il est définitivement condamné par la justice française dans l'affaire Big Malion, qui est une affaire de surfacturation. De surfacturation de la campagne présidentielle de 2012. Ouais. Donc condamnation définitive, vous avez raison, en France pour les recours, mais la condamnation est exécutoire. C'est-à-dire que la peine pourrait être désormais mise à exécution, quand bien même il y aurait un recours devant la Cour européenne, c'est autre chose. D'accord. Dans le détail, que dit la Cour de cassation dans le rendu qui nous a été donné donc il y a quelques minutes seulement, Alexandra? Eh bien, en fait, la Cour de cassation a rejeté dans son ensemble les pourvois qui avaient été formés par Nicolas Sarkozy ainsi que 3 autres personnes condamnées dans cette affaire, notamment le directeur de la campagne à l'époque, et a donc rejeté ces pourvois qui étaient formulés et qui portaient, on le rappelle, sur des questions de droit, pas sur le fond de l'affaire, et notamment sur une question de l'autorité de la chose jugée. Nicolas Sarkozy, notamment, et ses avocats expliquaient que, comme le Conseil constitutionnel s'était déjà prononcé sur les financements de sa campagne, que le montant n'était pas le même, et reprochait finalement à la Cour d'appel de ne pas se positionner sur le même montant. La Cour de cassation a dit qu'elle rejetait cet élément, que le juge pénal pouvait très bien se prononcer en se fondant sur d'autres éléments. Il a également rejeté d'autres éléments, alors très techniques juridiquement, mais ce qu'il faut retenir finalement de cette décision, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien la décision de condamnation de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012 est condamnée définitivement à 1 an d'emprisonnement avec 6 mois fermes aménageables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy ne va pas retourner en prison. Il va être convoqué sous plusieurs semaines par un juge d'application des peines, comme il a déjà eu le cas précédemment dans l'affaire Bismuth, où il avait déjà été condamné. C'est sa 2e condamnation définitive aujourd'hui. Et donc, il y a un processus qui va se mettre en place pour voir comment est-ce qu'il va exécuter cette peine. Quand on est condamné, maître, à 1 an de prison, dont 6 mois ferme, c'est ça? Aménageable. C'est important. Combien? 6 mois ferme, aménageable. Il ne faut pas le dissocier parce que... Ça se traduit comment sur le plan de la peine? Que va vivre Nicolas Sarkozy dans les prochains jours sur ce sujet? Comme vous venez de le dire, il va être convoqué par un juge d'application des peines qui peut vraisemblablement proposer un bracelet électronique, qui peut aussi convertir la peine, parce que quand on est condamné à 6 mois d'emprisonnement,
la peine peut être convertie. Elle peut être convertie en jour-amende, c'est-à-dire que le juge d'application des peines, selon la personnalité du condamné, selon les circonstances de l'affaire, peut décider que les 6 mois qui ont été prononcés par un tribunal, on va donc les convertir, soit en jour-amende, soit en travail d'intérêt général. Donc il y a plusieurs possibilités. Il faut dire aussi que Nicolas Sarkozy a plus de 70 ans. La question s'était déjà posée pour l'exécution de la précédente peine. Plus de 70 ans, ça veut dire que quel que soit le quantum de votre peine, vous pouvez bénéficier immédiatement d'une liberté conditionnelle. C'est-à-dire que je peux être condamné à 6 mois d'emprisonnement, pardon. Et si j'ai plus de 70 ans, le juge d'application des peines peut dire immédiatement: je vous place sous le régime de la liberté conditionnelle. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Je crois me souvenir. Dans l'affaire des écoutes, le port du bracelet électronique avait eu lieu quelques mois après, puisqu'il avait plus de 70 ans, il avait été retiré. Vous avez raison, et quelques là, mois après. Mais ça pourrait être même ab initio, et je crois me souvenir qu'il avait communiqué en disant qu'il ne voulait pas de régime de faveur particulier, puisque ça ne serait pas particulier d'ailleurs, c'est la loi qui le prévoit pour tous les condamnés âgés de plus de 70 ans. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités pour exécuter cette... Et vous avez parlé de travaux d'intérêt généraux, donc il pourrait balayer la cour d'un centre de formation, être gardien de musée le week-end. Oui, tout est possible. Je vous ai fait un peu de pédagogie pour vous dire ce qui est possible, qui d'ailleurs, d'après ce que je comprends, par l'ordonnance toute récente d'il y a quelques jours, va être supprimée. Vous voyez cette possibilité d'aménager les peines, c'est-à-dire de dire, bon d'accord, le tribunal a eu une appréciation, et puis on va voir ce qu'on fait chez le juge d'application des peines. Je crois que c'est abrogé à partir de janvier 2029. Il y a une ordonnance qui vient d'être prise récemment, avec application en 2029. Je crois que cette possibilité d'aménager, de convertir, va être supprimée. Alors que c'est une très bonne mesure. Isabelle Saporta, vous qui fûtes la dernière éditrice de Nicolas Sarkozy et qui lui parlait de temps en temps au téléphone, votre réaction quand même sur cette confirmation de la Cour de cassation qui valide le jugement en appel qui avait été donné? Écoutez, en tout cas, sa défense à lui, c'était de dire qu'au fond, c'est ce qui n'a pas été retenu par la Cour, qu'il n'était pas au courant, qu'il n'avait pas le temps en tant que président de se pencher sur ses comptes, et que, je parle sous votre contrôle, mais que par ailleurs, ça n'a pas coûté un sou au fond aux Français, puisqu'il a dû lui-même, je ne sais pas, Alexandra, vous vous souvenez, en fait, rembourser. Donc le Sarcoton. Le Sarcoton. Donc en fait, si vous voulez, je trouve qu'on est sur un truc où très bien, voilà. Donc il était hors les clous, ils sont punis. Lui il dit qu'il n'était pas au courant, la Cour n'est pas d'accord. Il y a eu le Sarcoton pour rembourser, ça n'a pas coûté un sou au fond aux Français. Voilà, écoutez, très bien, il y a une nouvelle peine, hein. Je pense qu'il pourrait bientôt je pense qu'il devrait se faire un album Panini de toutes ces peines, hein. Et je pense que ça va bientôt être un champion du monde des peines et que c'est, voilà. Et qu'est-ce que vous insinuez, ma chère Isabelle? C'est on charge trop la barque parce que c'est Nicolas Sarkozy? Écoutez, en tout cas, c'est valable, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait un breaking news dessus. On est effectivement avec Nicolas Sarkozy sur je ne sais pas combien d'enquêtes. À chaque fois, c'est la même histoire. Quand on cherche quelque chose, on trouve autre chose. On s'est retrouvé avec, je parle encore sous votre contrôle, maître, avec des procédés qui n'existaient nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on a quand même écouté des avocats. Dans l'affaire Bismuth. Je suis entièrement d'accord. Non, mais c'est tout à fait scandaleux, inadmissible pour moi. C'était totalement scandaleux. Mais validé par la Cour de cassation, on est obligé de le dire aussi, quelle que soit ma colère sur ce genre de procédé. Exactement, alors que ça n'était jamais vu, ça ne s'était jamais vu. Absolument. Donc c'est toujours un petit peu pareil, toujours un peu exceptionnel quand ça touche. Alors là, c'est une affaire quand même, c'est une affaire dont il faut dire désormais qu'elle est établie. Alors moi, ma parole ne vient pas tout à fait de nulle part, je suis dans cette affaire l'avocat de Jérôme Lavrieux. Donc on sait qu'il y avait des antagonismes très forts entre la position de Nicolas Sarkozy et celle que je défendais. Et qui n'avait pas fait de pourvoi, je me permets de... Effectivement, Jérôme Lavrieux n'a pas fait de pourvoi puisqu'il avait reconnu les faits et il avait accepté finalement la peine. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que nous examinons un dossier pour lequel il est établi, et j'en avais la conviction depuis bien longtemps, que 42 millions ont été dépensés pour la campagne électorale de 2017, alors que le plafond légal est de 2012, pardon. Le plafond légal est 22 millions, effectivement, et la campagne avait coûté plus de 42. Ce qui n'est pas tout à fait rien. Mais vous avez tout à fait raison de dire que Nicolas Sarkozy avait toujours dit qu'il ne savait pas le montant de la campagne, que Jérôme Lavrieux a toujours dit, moi je vous dis qu'elle a coûté 42, mais je n'ai jamais su si Nicolas Sarkozy le savait. Ça a toujours été la position de... Et donc il y avait une vraie question, d'après moi, d'imputabilité, de vraies questions juridiques qui étaient habilement posées par sa défense. Bon, la Cour de cassation a dit... Condamné comme bénéficiaire dans cette affaire, Nicolas Sarkozy, en tant que candidat d'un financement de campagne illégal. Renaud, votre réaction? Il y a une condamnation, ça veut dire qu'effectivement, même en cassation,
on considère que les faits ont été établis et qu'il a été bénéficiaire comme candidat. Mais je crois que cette affaire Big Malion a, comme d'autres affaires, l'affaire Cahuzac, l'affaire de certains financements. Là, il y avait de l'enrichissement individuel pour Jérôme Cahuzac. Il peut y avoir de l'enrichissement de partis politiques ou de campagnes. Ces affaires ont tellement eu de retentissement que je dirais qu'aujourd'hui, on peut espérer, et ça tombe bien, il y a dans 6 mois une campagne municipale, il y a dans 16 mois une campagne présidentielle. On peut imaginer que désormais, dans le QG des états-majors des futurs candidats et candidates, eh bien, on fasse extrêmement attention à la façon dont l'argent est utilisé et d'où vient l'argent. Parce que les journalistes politiques qui ont suivi à l'époque la campagne en 2012 de Nicolas Sarkozy, eh bien, effectivement, et même des élus, ils ont vu que l'organisation des meetings et l'organisation même de tout ce qui allait aux alentours des meetings était dispendieuse. Et il y avait quelque part un trop-plein d'argent pour ces campagnes. Mais à l'époque, ça choquait pas assez. Ça choquait pas assez parce qu'effectivement, aux États-Unis, il y a des donateurs qui donnent des dizaines et des dizaines de milliards de dollars pour les campagnes. Mais à un moment donné où l'État est quasiment en banqueroute, où nous sommes surendettés, l'État français, je pense que dans les prochaines campagnes électorales, les candidats qui seront totalement dispendieux, sans bien sûr frauder, avec un argent qui coule à flot, les frais de réception, les frais de Ils n'ont ceci. pas été remboursés, les frais. Oui, bien sûr. Donc bien là, sûr. il y a eu zéro pour le coup. Mais Renaud, bien sûr. Je trouve que je pense que ces affaires, ça a coûté quand même la carrière à beaucoup de monde. Par exemple, Jean-François Copé. À ce que je sache, il a été blanchi dans cette affaire. Tout à fait mis hors de cause, même pas mis en examen, Voilà. vraiment mis hors de cause. Mais le nom de Jean-François Copé a été dans cette affaire Big Malion. Ça lui a quasiment coûté sa trajectoire politique. Donc voilà, c'est des affaires je trouve de retentissement que j'espère qu'il y aura un avant et un après. Je trouve que vous qui êtes journaliste politique, je trouve que vous vous pliez de trop bonne grâce à cette obsession régulatrice française. Vous allez me dire, bien évidemment, il y a une loi. La loi, elle dit 22 millions. Enfin, on a l'impression que, oui, une campagne ne doit pas excéder 22 millions. Très bien. Enfin, franchement, on est dans des professions qui sont archi-régulées. Nous avons à la télévision un ARCOM, il y a partout des autorités de régulation. Maintenant, une nouvelle autorité qui doit réguler les sondages, etc. Alors, oui, bien sûr. Heureusement qu'on a il y a ça des et qu'on n'a pas Eh des ben, faux écoutez, sondages. vous dites heureusement. Heureusement qu'on a ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon ? Je trouve que Vous aimeriez des faux sondages ? Vous aimeriez des faux non, sondages, je Éric ? trouve qu'il y a trop d'autorités de régulation et qui sont de nature à nous priver de notre liberté. Après tout, pourquoi considérer qu'au-delà de 22 millions d'euros, il est illégal de faire une campagne, je sais pas, j'en sais rien. Oui, c'est vrai, vous avez donné l'exemple des États-Unis, qui est une démocratie à l'opposé de nous. Donc ça veut dire que le candidat français qui aura 5 milliardaires derrière lui pourra déposer 80 millions d'euros, 100 millions d'euros ? Mais enfin... De toute façon, là déjà, les candidats à la présidentielle en France, s'ils sont pas soutenus par l'argent, ça marche pas non plus. Pourquoi pas Isabelle a raison. Les dépenses, c'est quoi ? C'est des affiches. Oui, qu'il y ait des gens qui veulent payer des affiches toutes belles et toutes neuves à tel ou tel candidat. Pourquoi pas ? Enfin, franchement, on fait plus d'affiches. Maintenant, les campagnes, elles se passent sur Internet. Vous allez avoir des liens Google qui vont être achetés. Ça, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Sur les liens Google, je trouve que vous avez une capacité trop grande à accepter et à tolérer qu'on régule votre vie. Ça évite tout simplement les dérives. On rappelle les prochains mois pour Nicolas Sarkozy. On réouvrira le débat. Non, mais c'est Isabelle qui va arbitrer parce que... évidemment, on se doute que comme dans l'affaire des écoutes, il ira, Nicolas Sarkozy, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Bien sûr. Et il a d'autres affaires. C'est pas encore dit, mais enfin, c'est fort probable en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que désormais, si on prend un parallèle avec l'affaire Bismuth, qui a été rendu il y a un an finalement. Il s'était passé 6 semaines, grosso modo, entre le jour de la décision définitive, donc aujourd'hui, et le rendez-vous chez le juge d'application des peines. Donc peu ou prou, on sera dans ce même genre de délai. On peut imaginer, donc autour de Noël, soit avant, soit après. Un petit peu après Noël, alors, ouais. Ça, voilà. Enfin, en tout cas, c'est une star, quand même. Vous vous rendez compte, on est là en train de se dire, et alors là, on aura les caméras, on va le suivre, il y va, il y va pas. Chez le juge d'application des peines, ça rentrera dans une discussion entre effectivement les avocats de Nicolas Sarkozy et le juge pour voir concrètement
quelles seront les modalités d'application? Vous l'avez dit, Maître Saint-Palais, il y a cette question éventuellement de l'âge. Il y a potentiellement aussi, et ça sera étudié, une question de peut-être fusion des peines également, en fonction, car il a déjà exécuté sa peine, qui était plus lourde dans l'affaire Bismuth et qui était antérieure. Donc, du coup, est-ce que ça peut être accepté ou pas? Ça fait partie de cette discussion. Pas par le juge d'application des peines, mais par le tribunal, une requête en confusion de peine, vous avez raison. Exactement. Et du coup, une fois que ces éléments seront abordés et tranchés, on verra s'il doit appliquer cette condamnation, sous quelle forme. Un bracelet, un jour amende, des jours amende, voilà ça. Mais Isabelle a raison, il y a plusieurs étapes encore. On n'a pas fini d'en parler, il y a son livre qui arrive. Oui, mais 10 décembre. 10 décembre. Ah bah, me regardez pas, c'est pas moi, hein, là, le livre. Non, mais je me tourne vers vous, parce que je sais que vous êtes littéraire. Journal d'un prisonnier. On aime lire. Il y aura le Vous savez comment je l'aurais appelé, moi? Non. Journal d'un prisonnier, il a été prisonnier 3 semaines, c'est un peu, je l'aurais appelé 20 jours, 20 nuits. 20 jours, 20 nuits. Voilà, il aurait pu raconter ce qu'il a vécu, sans doute comme un martyr personnel, sans doute, mais journal d'un prisonnier, bon sang, c'est pas Madame Bettencourt dans la forêt amazonienne. Moi, je l'aurais appelé l'histoire n'est pas terminée, mais je l'aurais pas. L'histoire n'est pas terminée, pas mal. Ouais, voilà. Allez. Et on voit l'éditrice. Vous restez avec nous. Marie-Aline Melilly, LCI, direct dans un instant. On se retrouve demain un petit peu avant midi. Bonne journée à tous.